Ok, masterclass, première partie. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dédiée au Bitcoin. Bitcoin, pour beaucoup, reste un mystère insondable. Vous en entendez parler depuis des années par le prisme des médias, des réseaux sociaux ou peut-être même par des amis ou collègues qui soit vous bassinent avec sans que vous n'y compreniez rien, ou qui, au contraire, vous disent de ne surtout pas y toucher. Si Bitcoin passionne et polarise autant, c'est parce qu'il touche au fondement de notre civilisation, la monnaie, c'est-à-dire la confiance. Nous allons donc commencer notre voyage en nous intéressant d'abord à la raison d'être du Bitcoin. Puis, nous plongerons dans son fonctionnement technique, avant de révéler sa nature monétaire révolutionnaire. Nous affronterons ensuite les objections les plus courantes qui l'entourent. Enfin, nous explorerons ensemble les futurs possibles d'un monde se construisant autour d'un étalon monétaire Bitcoin. Ma promesse est la suivante. À l'issue du temps que nous allons passer ensemble, vous allez avoir une compréhension totale et complète de Bitcoin. Vous aurez une réponse à toutes les questions de base que vous vous posez. Mon objectif n'est en effet pas de vous convaincre d'acheter du Bitcoin, mais de vous faire comprendre réellement et profondément ce qu'il représente. Car une fois que vous l'aurez compris, il ne fait aucun doute que vous voudrez en acheter. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes et à découvrir un monde où la notion de confiance même est redéfinie non pas par l'homme, faillible par nature, mais par la certitude des mathématiques et des lois physiques qui nous entourent. Avant de comprendre Bitcoin, il faut comprendre le monde dans lequel il est né. Bitcoin n'est en effet pas une réponse théorique gratuite, mais une solution radicale à un problème ancien et systémique, la monnaie. Les civilisations ont toujours échangé et commercé. Le troc, bien que rudimentaire au début, a rapidement cédé la place à des objets plus pratiques, des coquillages, sel, métaux précieux. L'or a ensuite dominé pendant des millénaires comme une unité de valeur universelle. Rare, durable, divisible et difficile à falsifier, il possédait toutes les qualités requises pour servir de monnaie. Mais la gestion de l'or devenait contraignante avec l'expansion du commerce. Dense et lourd, il était coûteux et risqué de le transporter sur de longues distances. Cette réalité a poussé marchands et institutions financières vers des solutions plus pratiques. C'est ainsi que se développèrent les certificats de dépôt, inspirés des reçus des orfèvres et des lettres de change, puis des billets de banque émis par certaines institutions. Ces instruments représentaient une créance convertible en or, leur valeur reposant sur la solvabilité de l'émetteur. Pour payer des biens, des services, c'était beaucoup plus facile à faire circuler que le métal précieux lui-même. Et puis, progressivement, le lien entre l'or physique et la monnaie s'est rompu. Les banques ont émis plus de billets que d'or détenus, créant un système qu'on appelle un système de réserve fractionnaire qui a artificiellement gonflé la masse monétaire. Ce phénomène s'est ensuite amplifié avec les besoins de financement des guerres mondiales. Pour revenir à une forme d'ordre monétaire, les Alliés ont instauré un système basé sur un étalon dollar, censé être adossé à l'or, comme l'ont établi les accords de Bretton Woods en 1944. Puis, en 1971, Nixon a suspendu cette convertibilité, transformant le dollar en une simple déclaration sans ancrage et reléguant l'or au coffre, exclu complètement du système monétaire mondial. Avec cette rupture historique, la rareté et la discipline monétaire ont définitivement disparu. Les banques centrales ont ensuite acquis le pouvoir d'émettre de la monnaie sans aucune contrepartie, créant de l'argent-dette, ou ce qu'on appelle de la monnaie fiat. Fiat en latin, ça signifie « qu'il en soit ainsi ». Ça veut dire qu'on peut la créer comme ça, juste en le décidant. Aujourd'hui, la masse monétaire mondiale repose entièrement sur des lignes qui existent dans des bases de données bancaires. Les dépôts bancaires sont immédiatement prêtés, réutilisés et démultipliés, créant de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Plus préoccupant encore, les États vivent à crédit. Pour financer leur politique, ils émettent de la dette souveraine que les banques centrales rachètent en créant de la monnaie, refinançant ainsi constamment des montagnes de dettes. Et les chiffres donnent le vertige. Aux États-Unis, la dette fédérale a triplé en 25 ans. En France, la dette publique a presque doublé en 20 ans. La conséquence directe, l'inflation. L'inflation paraît souvent inévitable, mais elle découle d'un excès de création monétaire. C'est complètement logique. Plus de monnaie pour la même quantité de biens fait mécaniquement monter les prix. Et quand derrière les salaires stagnent et ne suivent pas, alors le pouvoir d'achat s'effrite. On vous encourage à épargner, mais cette épargne se dévalue. On vous promet de la stabilité, mais la dette publique
explose. Enfin, on vous parle de croissance, mais ces bénéfices semblent toujours hors d'atteinte. Ce paradoxe révèle une vérité fondamentale. Le système monétaire repose entièrement sur la confiance. Nous faisons confiance aux banques pour nos dépôts, aux banques centrales pour réguler la monnaie et enfin aux États pour garantir sa valeur. Cette confiance reste complètement fragile et peut se briser du jour au lendemain. L'histoire regorge d'exemples, confiscation de dépôts, dévaluation brutale, hyperinflation. La monnaie, pourtant cruciale dans nos vies, est manipulée par ceux qui la contrôlent selon leurs intérêts ou leurs impératifs politiques à court terme. Et c'est là que Bitcoin remet en cause le monopole de la confiance. Né en 2008, en pleine crise financière, Bitcoin émerge d'une défiance envers le système bancaire qui vacillait. Les banques centrales ont injecté des milliards pour sauver des institutions en pleine crise, tandis que le citoyen assistait impuissant à la socialisation des pertes. Bitcoin ne cherche pas à améliorer le système actuel, mais propose une alternative radicale. Comprendre Bitcoin, c'est saisir pourquoi notre système est si fragile et pourquoi une alternative est devenue nécessaire. La monnaie a évolué pour faciliter les échanges. Avec l'ère numérique, elle a dû se transformer. Imaginez, je vous lance un ballon. Vous l'attrapez, vous l'avez, je ne l'ai plus. Les transactions monétaires fonctionnent pareil. Un billet de 20 € passe de ma poche à la vôtre. Je ne peux plus le dépenser puisque vous l'avez. Avec l'informatique, ce principe s'effondre. Si je crée une image représentant un billet de 20 € et je vous l'envoie par email, rien ne m'empêche de le garder aussi. Sur le réseau, en réalité, tout devient une copie. Il est donc impossible de transposer notre système d'échange physique au numérique. Dans un monde où la copie est la norme, une monnaie numérique doit garantir qu'une même unité ne serve pas plusieurs fois. C'est le défi de ce qu'on appelle la double dépense. La solution ? Abandonner l'échange direct pour un modèle transactionnel centralisé. Les banques jouent d'ailleurs ce rôle. Elles tiennent un registre, valident les transactions et s'assurent qu'une même somme ne peut pas être dépensée deux fois. Ce modèle repose bien évidemment sur un tiers de confiance, mais il a deux limites fondamentales. La première, cette confiance vous est imposée. Aucun choix sur l'intermédiaire. Vous devez l'accepter. Alors certes, vous pouvez changer de banque, mais vous ne pouvez pas changer de système monétaire. Vous devez croire en la probité, la stabilité et la neutralité de ces entités. Pourtant, l'histoire montre qu'elles peuvent faillir, manipuler ou tout simplement s'effondrer. La seconde limite, cette architecture empêche toute décentralisation réelle. Une monnaie centralisée reste contrôlée, avec ses règles d'accès, de surveillance, voire d'exclusion. La monnaie demeure un monopole de l'État. Créer une monnaie dépassant la simple monnaie locale associative vous vaudrait une mise en demeure immédiate avec de lourdes sanctions à la clé. Nous voilà donc face à un double verrou. D'un côté, une confiance dégradée envers les monnaies traditionnelles, à cause du modèle fiat, et de l'autre, l'impossibilité de proposer des alternatives crédibles à cause de la centralisation. Il faut donc imaginer une autre voie, un registre décentralisé, auditable par tous, falsifiable par personne, sans aucun tiers de confiance. Ce défi transcende la technique pour devenir en réalité profondément philosophique. Il nous oblige à repenser notre rapport à la confiance. Il faut imaginer un système où les règles s'appliquent sans arbitre, où la vérité émerge du collectif, se vérifie par consensus, mais n'est jamais dictée par une autorité unique. C'est précisément là que réside toute l'élégance du Bitcoin. Bitcoin prolonge une intuition née bien avant son apparition, celle d'un petit groupe d'individus technophiles, idéalistes et épris de liberté, les cypherpunks. Avant que le grand public n'en saisisse les enjeux, ils avaient déjà compris qu'un monde hyper connecté renforcerait la surveillance, centraliserait la confiance et éroderait immanquablement les libertés individuelles. Nés dans les années 90 autour d'une liste de diffusion cryptographique, les cypherpunks défendaient une idée simple et radicale. La vie privée est un droit fondamental et seul le chiffrement peut la protéger dans l'univers numérique. Mais ils ne se contentaient pas de juste discuter et de théoriser. Leur credo, les cypherpunks écrivent du code. Ils programmaient et construisaient concrètement les outils pour leur souveraineté. Un objectif logique s'est alors imposé, celui de créer une monnaie électronique privée, décentralisée et résistante à la censure. En effet, si on peut surveiller ou contrôler vos transactions, geler vos comptes ou éroder votre épargne par l'impression monétaire, alors votre liberté économique n'est qu'une illusion. Plusieurs tentatives ont vu le jour, mais aucune initiative ne parvenait à résoudre tous les problèmes. Chacune dépendait toujours d'un acteur central
identifiable. Et cette dépendance se révélait systématiquement fatale. Prenons l'exemple d'e-gold, lancé en 1996. Cette monnaie numérique, adossée à l'or, a connu un véritable succès. Pourtant, en 2007, le gouvernement américain en a ordonné la fermeture pour non-respect des réglementations. Les fondateurs ont été poursuivis et les avoirs gelés. Le message était sans équivoque. Toute alternative au système monétaire sera écrasée si elle n'est pas véritablement décentralisée. Les cypherpunks l'avaient compris. Pour survivre, une monnaie devait être acéphale, c'est-à-dire sans tête à couper, sans point central de contrôle et exister comme Internet, distribuée, résiliente, impossible à stopper. Mais il restait un obstacle majeur, le problème de la double dépense tel que vu précédemment. Et c'est précisément ce défi que Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, va relever avec un mécanisme de consensus décentralisé, basé sur la preuve de travail, inscrit dans une blockchain publique et transparente. Si vous ne comprenez rien, rassurez-vous, nous allons voir tous ces éléments en détail. En publiant le white paper de Bitcoin, c'est-à-dire le livre blanc qui a annoncé cette nouvelle technologie, Satoshi lance une monnaie numérique sans permission, sans censure, sans autorité centrale. Un système où la confiance repose entièrement sur un protocole mathématique, ouvert et vérifiable. Bitcoin représente l'aboutissement d'une intuition et d'une culture. Bitcoin n'est pas né dans un laboratoire économique ou une salle de marché. Il a émergé des marges au sein d'une contre-culture prônant l'autonomie numérique et voyant la technologie comme un outil d'émancipation plutôt qu'un carcan. Quand on découvre Bitcoin, on l'imagine souvent comme une simple suite de 0 et de 1 échangés entre machines. La réalité est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliquée. Bitcoin, ce n'est pas une monnaie ordinaire. C'est une infrastructure, un protocole, un réseau mondial, une architecture de confiance qui fonctionne sans autorité centrale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des inconnus peuvent se transférer de la valeur sans se faire confiance mutuellement, ni dépendre d'un intermédiaire. Pas de banque, pas d'État, pas de tiers de confiance, seulement des mathématiques, du code et un consensus distribué. Imaginez un grand registre mondial partagé entre des milliers de machines à travers la planète. Chacun peut consulter l'historique complet des échanges, mais personne ne peut le falsifier ou le censurer. Ce registre inaltérable, c'est la blockchain de Bitcoin. Pour saisir cette invention, il faut comprendre ce que signifie réellement posséder des bitcoins, envoyer une transaction, vérifier un bloc ou protéger un secret cryptographique. Comme nous allons le voir, ce n'est pas une simple base de données améliorée, c'est un système de coordination sans chef d'orchestre, une machine à vérité avec des règles immuables où la sécurité repose sur les lois fondamentales de la physique. L'identité n'est plus un nom ou un document, mais un secret mathématique à protéger jalousement. La confiance devient souveraine et individuelle. Dans cette section, nous allons plonger au cœur de cette révolution technologique. Nous allons explorer la nature profonde de Bitcoin, l'identité dans cette architecture sans bureau central, la formation et la validation des transactions, et enfin, le consensus décentralisé qui orchestre tous ces éléments sans avoir jamais à dépendre de personne. Dans les vidéos qui suivent, je vais tout vous expliquer. Pour comprendre Bitcoin, oubliez les intuitions classiques sur la monnaie. Pièces, billets, comptes bancaires, oubliez tout ça. Imaginez plutôt un fichier géant qui indique qui possède quoi. Une sorte de tableau avec deux colonnes simples. La colonne du qui indique qui possède, et la colonne du quoi, qui indique quoi est possédé, tout simplement. Ce tableau n'appartient à aucune banque, et aucun tiers ne l'administre. Il est distribué, public, consultable par tous, mais modifiable uniquement selon des règles strictes. Ce tableau, sous sa forme simplifiée, c'est la blockchain de Bitcoin, une vérité partagée par tous les participants du réseau, établie par consensus. Si tout le monde accepte ce tableau comme étant une source de vérité, il devient alors réalité par convention, usage et confiance dans le protocole. Si tout le monde voit qu'Alice possède 5 bitcoins, alors elle les a vraiment. Si Bob en détient 10, alors il en détient 10. Tout le monde accepte de se mettre d'accord sur le fait que ce tableau est une source de vérité. C'est au final aussi simple que cela. Par contre, ce fichier doit résister aux manipulations. Il doit être résilient, incensurable, indestructible et indépendant de toute autorité centrale. C'est là tout l'enjeu de la révolution technologique de Bitcoin. Pour maintenir cette table de vérité, personne ne doit pouvoir y inscrire arbitrairement quoi que ce soit. Chacun doit pouvoir vérifier que tout son contenu est valide,
que toute modification doit respecter des règles strictes et il doit être impossible de falsifier identité ou montant. En d'autres termes, il faut réussir à synchroniser cette vérité entre des milliers de participants, c'est-à-dire des ordinateurs distribués dans le monde entier, et ceci sans autorité centrale, sans confiance préalable entre participants et sans point de contrôle unique. C'est exactement ce que Bitcoin a réussi à créer. Derrière ce tableau apparemment simple se cache une architecture cryptographique redoutablement efficace, qui est conçue pour garantir une vérité unique, infalsifiable et librement vérifiable, ancrée dans la structure même du protocole. Nous allons maintenant nous intéresser à la colonne du qui et comprendre ce qu'elle représente exactement. Dans un système monétaire traditionnel, l'identité du détenteur d'un compte est une identité civile, validée par des documents officiels comme une carte d'identité, un passeport. Dans un réseau décentralisé qui par nature n'a aucune autorité centrale qui pourrait vérifier un quelconque document, ce modèle ne peut pas fonctionner. Si vous aviez un service qui devait vérifier votre passeport pour accéder à vos bitcoins ou ouvrir un compte, il deviendrait un point de défaillance critique du système, une tête à couper. Il faut donc complètement repenser l'approche. Sur Internet, vous avez l'habitude de vous connecter avec un identifiant et un mot de passe. Mais cela nécessite l'existence d'un serveur central qui va vérifier que le mot de passe est correct. Dans Bitcoin, cette méthode du mot de passe pose un problème insoluble. Chaque participant doit en effet pouvoir vérifier la légitimité de l'auteur d'une transaction. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une colonne mot de passe qui soit dans le tableau dont on parlait tout à l'heure et une colonne mot de passe visible par tout le monde. Bon, ce serait complètement absurde en matière de sécurité. Vous l'avez compris, les mots de passe sont tout simplement inutilisables dans un réseau décentralisé comme Bitcoin. La réponse à ce problème tient dans une approche brillante, mais complètement contre-intuitive. Vous allez toujours utiliser un mot de passe, mais un mot de passe un peu différent, que l'on va appeler secret. Et vous allez prouver que vous connaissez ce secret sans jamais le révéler. Alors, je sais que ça a l'air paradoxal, donc je vais vous répéter ça. Vous devez prouver que vous possédez un secret, mais sans jamais le révéler. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, nous allons faire un exercice de pensée qui va illustrer ce mécanisme. Imaginez une grande table. Sur cette table, je place le poster pour enfants Où est Charlie avec des milliers de personnages, dont un seul est Charlie. Maintenant, je vais vous prouver que je sais où se trouve Charlie, mais sans vous révéler où se trouve Charlie. Impossible? Voici la solution. Je vais prendre une grande feuille blanche et opaque, de la taille de la table. Je vous demande de vous retourner, car la suite doit se faire en toute confidentialité. Je déplace et tourne le poster de manière aléatoire sur la table, comme ça vous ne savez plus où il se trouve vraiment. Et je vais dérouler la feuille entièrement sur la table pour tout recouvrir. Je recouvre la table, je recouvre le poster, mais avec un cutter, parce que moi je sais où se trouve le poster et je sais où se trouve Charlie sur le poster, je vais découper exactement la silhouette de Charlie. C'est facile pour moi puisque je sais où il est. Maintenant, je vous invite à vous retourner et à regarder à nouveau la table. Tout ce que vous voyez, c'est une grande feuille blanche avec quelque part découpé la silhouette de Charlie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en déduire ? Vous savez que je sais où est Charlie puisque j'ai pu faire cette découpe précise dans la feuille. Par contre, vous ne pouvez absolument rien déduire. Vous ne pouvez récupérer aucune information sur la position de Charlie sur le poster. En effet, vous ne connaissez pas la place relative ni l'orientation du poster par rapport à la table et donc vous n'avez aucune information. En réalité, je viens de vous démontrer que je connais un secret, une information, mais sans jamais vous la révéler. Dans le contexte de Bitcoin, c'est ce même principe qui va nous permettre de nous identifier en toute sécurité sur le réseau, et cela sans avoir besoin de passer par une autorité centrale de validation. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous intéresser à la nature précise du secret. Dans le contexte du Bitcoin, le secret n'est pas un simple mot de passe, comme AZERTY ou password 123 ou je ne sais pas quel mot de passe idiot vous pourriez utiliser. Il serait en effet bien trop facile à deviner. Votre secret est ce qu'on appelle une clé privée cryptographique. Alors ce terme a l'air compliqué, mais vous allez comprendre. Ce secret représente votre identité, votre propriété et votre pouvoir sur le réseau. Et contrairement à un mot de passe, une fois que ce secret a été créé, il n'est pas révocable. Vous ne pouvez pas changer le mot de passe, vous ne pouvez pas changer le secret.
Donc, il doit être extrêmement difficile à deviner. En fait, il doit être impossible à deviner. Et on va regarder comment cela est possible. Le secret, c'est un nombre aléatoire immense généré par le hasard, par l'aléa. Pour en faire un, rien de plus simple. Vous prenez une pièce et vous la jetez en l'air 256 fois en notant 0 pour pile ou 1 pour face. Vous formez ainsi une séquence binaire de 0 et de 1 qu'on appelle 256 bits, c'est-à-dire 2 puissance 256 possibilités pour ceux qui font des maths. Pour ceux qui comprennent rien, on peut juste dire que le nombre de possibilités, si on voulait les écrire, ce serait un nombre avec 77 chiffres. Autant dire que c'est un nombre absolument important. Voici maintenant une affirmation qui va vous surprendre. Chaque tirage aléatoire de secret, c'est-à-dire lancer la pièce 256 fois, produit un résultat unique qui n'a jamais été vu auparavant et qui ne sera jamais reproduit dans le futur. Ce tirage au sort avec la pièce vous garantit un résultat unique, un secret unique. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, je te crois pas, c'est n'importe quoi. Mais si cela semble incroyable, c'est parce que notre cerveau a vraiment du mal à comprendre l'immensité des grands nombres. En réalité, le nombre de combinaisons possibles pour ce type de secret dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Et vous serez d'accord avec moi, l'univers, il est vraiment grand et vraiment très grand. Imaginez vraiment, il y a plus de secrets possibles que de nombre d'atomes dans l'univers. C'est de la folie. Et c'est cette immensité qui rend impossible toute collision, c'est-à-dire la génération d'un même secret. Cette collision est statistiquement impossible. Alors oui, ok, je sais, en réalité, c'est pas impossible. Il y a une probabilité non nulle que cela existe. Mais on considère cela comme juste impraticable ou impossible dans les faits. Pour s'en rendre compte, imaginez que vous jouez au loto. Pour gagner au loto, vous devez trouver les 6 bons numéros parmi 49. La probabilité d'obtenir une collision, c'est-à-dire d'obtenir 2 fois le même secret dans une vie, équivaut à devoir jouer au loto chaque seconde pendant 500 millions d'années et trouver les bons numéros à chaque fois, sans jamais se tromper. Imaginez déjà gagner au loto, c'est une folie. Vous devez gagner au loto toutes les secondes pendant 500 millions d'années. Et bien sûr, vous devez à chaque fois trouver les bons 6 numéros, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et seulement si vous réussissez à faire ça pendant 500 millions d'années, alors vous obtenez la même probabilité que de trouver 2 fois le même secret. Bon, là, je pense que vous avez compris, on peut accepter qu'une telle collision est statistiquement impossible. Vous avez en réalité bien plus de chances de voir Godzilla sortir des eaux ou de voir la Terre détruite par un astéroïde que d'assister à une collision de secrets. Bon, maintenant que la nature du secret est plus claire pour vous, intéressons-nous à ce qu'il représente dans Bitcoin. Prenons notre secret sous la forme d'un grand nombre, puisqu'en réalité, les 1 et les 0, ça forme un nombre binaire, c'est en base binaire, c'est des mathématiques. Si on le passe en base décimale, en réalité, ces 256 1 et 0 font un nombre avec 77 zéros. Et ce nombre, on peut imaginer qu'on le coupe en deux. On se retrouve donc avec deux nombres qu'on va appeler x et y. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité c'est simple. Il suffit d'imaginer que chacun des nombres représente des coordonnées sur un plan, et que donc au final, si on estime que ce plan représente l'immensité de l'univers avec la résolution d'un atome, on peut dire que le secret désigne un atome unique dans l'univers. Plutôt que de lancer ma pièce 256 fois, je pourrais aussi bien choisir quelque part dans l'univers entier un atome. La position de l'atome, c'est mon secret. Pour continuer notre exercice de pensée, imaginons maintenant que chaque atome est en réalité une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres dans laquelle vous allez placer vos bitcoins. Alors attention, cette boîte, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de serrure, n'importe qui peut y accéder. Le modèle de sécurité, c'est-à-dire ce qui fait la sécurité de vos bitcoins et que personne ne va pouvoir réussir à les récupérer, ce modèle de sécurité repose sur le fait qu'il existe un nombre quasi infini d'atomes dans l'univers. On a dit c'est juste énorme. Imaginez, vous prenez au hasard un atome dans l'univers et c'est la position de votre boîte aux lettres. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas, une plage avec plein de grains de sable, vous en prenez un au hasard, vous le marquez, vous le rejetez, si vous ne savez pas où il est, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à le retrouver. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la place de l'atome de la boîte aux lettres dans l'univers qui contient vos bitcoins, alors la seule solution, c'est de vérifier une par une toutes les boîtes aux lettres dans l'univers jusqu'à tomber sur une boîte qui n'est pas vide.
Pour faire une autre analogie, c'est comme si vous creusiez un trou, vous mettez un trésor dedans, vous rebouchez et vous notez son emplacement sur une carte. Alors sans la carte et sans le X qui marque l'endroit où vous creusez, bon, dans les faits, impossible de le retrouver. C'est un système qui a quand même pas mal fonctionné pour les pirates. Bitcoin fonctionne exactement ainsi. Il existe des milliards de boîtes aux lettres, mais seul un tout petit nombre contient des bitcoins. Pour vider ces boîtes aux lettres et prendre les bitcoins, il faut juste les trouver. Alors je sais ce que vous allez me dire. Bah moi, je prends une pelleteuse, un bulldozer et je retourne tout. Vous allez regarder dans toutes les boîtes aux lettres de l'univers et vous allez espérer tomber sur une qui soit remplie de bitcoin. Alors oui, vous pouvez essayer, mais bon courage. Ce type d'exploration est complètement vain et n'a absolument aucune chance d'aboutir. Bitcoin fonctionne depuis 15 ans sur ce principe. Et personne n'a jamais trouvé de boîte aux lettres par hasard. Bon, je sais que vous ne me croyez pas. Alors faisons un petit calcul. Prenons un minuscule programme informatique dont le seul but est d'énumérer toutes les clés privées possibles. C'est-à-dire qu'on va compter en fait de 0 à 2 puissance 256 ou de 0 à ce grand nombre avec 77 zéros derrière. On va juste compter, hein, c'est une simple boucle qui ne fait que compter. On ne va même pas aller vérifier si ce secret correspond à une boîte aux lettres et dans laquelle il y a des bitcoins. Non, on fait juste compter, d'accord? On fait plus 1, plus 1, plus 1. Un peu comme si vous preniez une calculette, d'accord? Vous mettez 1, plus 1 et vous appuyez sur plus, des milliards de fois. Bon, l'exécution de ce programme, il consomme de l'électricité, hein, c'est un ordinateur qui tourne, donc ça consomme un petit peu d'énergie. Une itération dans une boucle, c'est-à-dire ajouter 1 au compteur, va consommer un petit peu. Un ordinateur moderne va consommer 12 microjoules, c'est une unité de mesure de l'énergie. Pour pouvoir tout énumérer, il faudrait pouvoir consommer environ 10 puissance 72 joules, c'est-à-dire que vous prenez 12 microjoules et vous le répétez par un nombre qui a 77 zéros. Et donc à la fin, ça fait un nombre avec 72 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 72, hein, c'est juste une notation. L'énergie totale contenue dans l'univers est estimée à 10 puissance 70. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que si on prend toute l'énergie de tout l'univers, de toutes les étoiles qui existent, dans tout l'univers absolument connu et inconnu, il n'y a alors pas assez d'énergie pour que le programme arrive au bout du comptage. Autrement dit, même en utilisant toute l'énergie de toutes les étoiles de l'univers, le programme ne peut pas arriver au bout. On arriverait à ce qu'on appelle l'entropie de l'univers, c'est-à-dire l'extinction de l'univers. Alors bon, vous devez maintenant quand même être convaincu un minimum de la puissance de ce modèle de sécurité qui consiste de manière simple à cacher des bitcoins dans des boîtes aux lettres. Ça fonctionne vraiment comme ça. Intuitivement, vous vous dites mais c'est complètement ridicule, mais en réalité, ça fonctionne très très bien. Bon, évidemment, vous en déduisez aussi que votre clé privée doit rester impérativement secrète. Si quelqu'un met la main dessus, il saura alors où se trouve votre atome dans l'univers, il saura où se trouve la boîte aux lettres, et c'est comme s'il avait le plan avec le X marqué, il va aller directement là où il faut, il va creuser, et il va prendre tous vos bitcoins, et ceci sans aucune possibilité de recours. Si vous aviez un plan avec des lingots d'or qui sont cachés quelque part, si quelqu'un vole votre carte, va creuser à l'endroit que vous avez indiqué et prend vos lingots d'or, bon c'est fini, vous n'avez aucun recours à part peut-être essayer de retrouver la personne. Si jamais quelqu'un a accès à ce secret, ou si jamais vous perdez ce secret, alors c'est l'équivalent pour vous de perdre vos bitcoins pour toujours. Il n'y a aucun bouton mot de passe oublié. Il n'y a aucun service pour vous aider. C'est ce qu'on appelle la souveraineté digitale, une liberté absolue, mais qui s'accompagne d'une responsabilité totale. Revenons maintenant à notre tableau du qui et du quoi. Si le qui est votre clé privée, alors vous vous doutez bien que ça pose un problème. Pas possible de l'inscrire en réalité tel quel dans la colonne. Sinon, tout le monde aurait accès, tout le monde verrait votre secret et donc tout le monde saurait exactement où aller chercher vos bitcoins, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Ce n'est en effet pas le secret ou la clé privée que nous allons inscrire dans la colonne du qui, mais ce qu'on appelle la clé publique ou l'adresse. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Votre clé privée, ce secret qui représente votre identité, doit rester absolument caché. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais alors, dans ce cas, comment faire pour interagir avec le réseau Bitcoin? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la clé publique, aussi appelée adresse Bitcoin. La clé publique découle de la clé privée grâce à un processus qui possède deux propriétés indispensables.
Il est déterministe, c'est-à-dire que ce processus produira toujours le même résultat avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire vous avez une clé privée, ça donnera toujours la même clé publique, ça ne pourra pas changer. Et surtout, il est asymétrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? C'est-à-dire qu'il permet de passer de la clé privée à la clé publique, mais impossible de passer de la clé publique à la clé privée. Pour mieux comprendre et saisir ce concept, imaginons une table de billard. Je prends une boule rouge et je la positionne sur la table de billard à des coordonnées X et Y. C'est-à-dire qu'en réalité, ça représente la place de l'atome dans l'univers. On va dire que le billard, c'est l'univers, et la boule rouge, c'est la position de mon atome dans l'univers. Et point important, vous êtes le seul à connaître la position de la boule rouge, c'est-à-dire la position initiale ou la clé privée. On prend maintenant une queue de billard et on va faire un coup de billard. On a une table de correspondance fixe qui permet de déterminer l'angle et la force de votre coup à partir de la position de votre boule rouge. C'est-à-dire que si ma boule rouge est à un endroit bien déterminé, eh bien je ferai toujours le même coup. C'est-à-dire que je vais taper avec une certaine force, un certain angle. Ce sera toujours la même chose. Donc je fais mon coup de billard avec les informations déterminées à l'avance, et la queue va taper la boule rouge qui va rebondir sur les différents angles du billard, et elle va finir par s'immobiliser à un nouvel emplacement. À ce nouvel emplacement, je vais poser à la place de la boule rouge une boule blanche, et je vais remettre la boule rouge au début. On se retrouve donc maintenant avec la table de billard, j'ai la boule rouge initiale et la boule blanche. Et si je refais ce même coup de billard toujours et encore, je retrouverai toujours la position de la boule blanche. C'est-à-dire que c'est un processus qui est parfaitement déterministe. Alors évidemment, on imagine que le billard est parfait, qu'il n'y a pas de frottement, qu'il n'y a pas de vent, hein, c'est juste une image. Mais c'est important de comprendre que à partir de la boule rouge, je pourrai toujours retrouver la position de la boule blanche. Nous en arrivons maintenant à un point essentiel. Si après avoir fait le coup de billard, vous laissez que la boule blanche, et que je demande à quelqu'un de rentrer dans la salle, et je lui dis « regarde mon billard, regarde la boule blanche », maintenant, détermine d'où venait la boule, détermine où était la position initiale de la boule rouge. C'est complètement impossible. Il vous sera strictement impossible de déterminer d'où elle est partie. Vous ne pouvez en aucun cas déterminer la position initiale de la boule rouge. Cette position reste donc un secret qui n'aura jamais été dévoilé. Ce qui est important par contre, c'est que personne ne soit dans la salle au moment où vous faites votre coup de billard, sinon quelqu'un pourrait voir la position de la boule rouge. Alors, la position de la boule blanche par rapport à la boule rouge n'est pas le fruit du hasard. Il y a une relation mathématique entre les deux, une relation qui les unit. Cette relation, c'est la trajectoire exacte qui est suivie pour partir de la boule rouge vers la boule blanche. On peut donc dire que la boule rouge et la boule blanche sont liées. Retenez-le parce que ce sera important pour la suite. Voilà, vous maîtrisez maintenant les bases de la cryptographie asymétrique. Maintenant que nous avons notre boule blanche, la clé publique, on peut la partager sans aucun risque. En effet, cette boule blanche ou cette clé publique ne révélera jamais la position de la boule rouge, c'est-à-dire ne révélera jamais la clé privée. La clé publique est l'équivalent de votre adresse Bitcoin. Quand la blockchain indique que Bob possède un Bitcoin, le key, c'est-à-dire Bob, c'est pas Bob, hein, c'est pas son identité civile, c'est pas non plus son secret, tout ça on l'a déjà vu, c'est sa clé publique. Sa clé publique qui est dérivée de sa clé privée. Et donc la blockchain ne stocke aucune information sensible, pas d'identifiant personnel, pas de mot de passe, pas de clé privée. Elle contient uniquement des adresses qui sont semblables à des IBAN numériques. Alice et Bob possèdent donc chacun une adresse qui va être utilisée dans la colonne key de notre table. Avec tout ceci, on dispose maintenant d'une colonne key qui fonctionne, qui est fiable, qui est publique, qui est sécurisée. Elle ne révèle ni nom, ni pseudonyme, seulement une suite de caractères dérivés d'un secret. Cette approche suffit amplement pour recevoir des fonds en Bitcoin. Transmettez votre adresse Bitcoin à quelqu'un et vous verrez la colonne quoi créditée en face de votre key. Maintenant, nous allons nous intéresser à la manière dont on demande au réseau de dépenser les bitcoins qui sont dans la colonne quoi. Vous avez compris que votre adresse Bitcoin dérive de votre clé publique, elle-même issue de votre clé privée. Cette adresse peut recevoir des fonds en Bitcoin, mais la question se pose, comment faire pour envoyer et demander de mettre à jour ce tableau de vérité, cette blockchain, pour refléter votre paiement? La solution, créer ce qu'on appelle une transaction et l'envoyer sur le réseau. Alors une transaction,
En soi, c'est pas plus compliqué qu'un fichier texte simple qui indique la source, la destination et le montant. Par exemple, si Bob veut envoyer un bitcoin à Alice, la transaction se résume à origine Bob, destination Alice, montant 1. Vous voyez, c'est très simple, c'est très pragmatique. Quand elle circule sur le réseau, les participants qui ont une copie de la blockchain, du grand registre, du grand tableau, vérifient sa validité technique. Est-ce que la grammaire est respectée? Origine, Bob, ok, je comprends. Destination Alice, je comprends. Montant 1, Bob a bien 1, donc voilà, tout est valide, les fonds sont disponibles. Mais surtout, ils doivent aussi, et c'est le plus important, vérifier la légitimité légale de la transaction. En effet, seul Bob peut dépenser ses bitcoins et donc seul Bob doit pouvoir envoyer la transaction que nous venons de donner en exemple. C'est là qu'intervient la signature, un mécanisme d'authentification cryptographique qui prouve que l'émetteur connaît le secret lié à l'adresse d'origine, mais sans jamais le révéler. Revenons à notre table de billard. Nous y plaçons la boule rouge, qui représente le secret de Bob, c'est-à-dire sa clé privée. Nous y plaçons la blanche, qui représente son adresse, c'est-à-dire sa clé publique. Et nous y plaçons aussi une nouvelle boule, jaune, qui représente la transaction. La transaction, c'est un fichier texte qu'on peut aussi transformer en un nombre, qu'on peut couper en deux, et on peut lui donner une coordonnée sur le billard, et donc la transaction est représentée par la boule jaune. Seul Bob est en capacité de positionner sa boule rouge correctement, car il n'y a que lui qui connaît sa clé privée, c'est-à-dire la véritable position de la boule rouge. Les boules blanches et jaunes sont des données publiques. Tout le monde connaît l'adresse de Bob et tout le monde connaît la transaction puisque on va aller la diffuser sur le réseau. Bob peut maintenant réaliser un coup de billard précis. Il va frapper la boule rouge en visant la blanche pour que celle-ci aille frapper la boule jaune qui représente la transaction. Il va y avoir un coup de billard, les boules vont bouger, et la boule jaune va se retrouver, après avoir rebondi potentiellement sur le billard, à une nouvelle position finale qui devient une nouvelle coordonnée et que nous appellerons la boule bleue. Il s'agit de la signature. Alors tout ceci peut avoir l'air compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le coup qui vient d'être réalisé n'a rien d'aléatoire. Il existe une relation mathématique entre toutes les boules, que l'on peut voir en dessinant la trajectoire. Et surtout, il est possible de vérifier la cohérence mathématique entre la clé publique, la transaction et la signature. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pu faire un coup de billard valide que parce que je connaissais la position de la boule rouge. Si j'avais mis la boule rouge à un autre endroit, j'aurais pu bien sûr faire un coup de billard et j'aurais obtenu une autre signature, mais comme je n'avais pas à l'origine la bonne position de la boule rouge, la relation entre la boule rouge et la boule blanche n'était plus valable mathématiquement, et donc il devient impossible d'obtenir une signature qui elle-même sera valable mathématiquement. C'est-à-dire qu'à la fin, la trajectoire ne fonctionne pas. Et tout ceci se vérifie simplement par des équations mathématiques. Une fois la signature générée, on va l'envoyer avec la transaction sur le réseau. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir la transaction, Bob veut envoyer 1 à Alice, et surtout ils vont recevoir la signature avec, et ils pourront s'assurer que la signature est bien valide par rapport à la transaction et par rapport à l'adresse de Bob. En d'autres termes, les participants ont la confirmation mathématique que c'est bien Bob qui a envoyé la transaction, puisque seul Bob connaît la position de la boule rouge et seul Bob a pu faire un coup de billard qui a permis de déterminer une signature valide. Alors vous pourriez me rétorquer qu'il suffit de déterminer une signature valide un petit peu au hasard, mais ça c'est tout aussi impossible que d'obtenir une collision de génération de secrets. Ce serait à nouveau l'équivalent de jouer au loto toutes les secondes pendant 500 milliards d'années et de cocher les bons numéros à chaque fois. Bien là, si vous faites ça, vous avez effectivement la probabilité de placer la boule de billard au bon endroit pour deviner une bonne signature. Mais bon, dans les faits, c'est juste impossible. Grâce à ce système, chaque transaction Bitcoin devient vérifiable et authentifiée, sans avoir besoin d'une autorité centrale de vérification. Le réseau peut ainsi valider de manière complètement décentralisée que l'expéditeur a effectivement le droit d'envoyer ses bitcoins. Nous allons maintenant voir comment ces transactions sont utilisées pour mettre à jour notre tableau de vérité dans un environnement où, a priori, personne n'a de raison de se faire confiance. Nous avons exploré les fondements cryptographiques de Bitcoin. Clé privée, clé publique, signature. Bien que sophistiquées, ces technologies existaient en réalité déjà depuis des décennies et ne constituent pas le cœur de l'invention de Bitcoin. Ce qui manquait, ce n'était pas tellement une technologie pour signer,
mais un mécanisme pour mettre à jour de façon cohérente un registre partagé entre des inconnus qui n'ont absolument aucune raison de se faire confiance. Si ce registre peut être manipulé ou altéré, alors le système s'effondre. Bitcoin ne peut en réalité fonctionner que si ce fichier constitue une source de vérité digne de confiance. Tout repose donc sur la notion de consensus décentralisé. Le réseau Bitcoin comprend des milliers d'ordinateurs, qu'on appelle des nœuds, qui exécutent le même protocole, celui de Bitcoin. Chacun détient une copie complète du registre, du tableau dont on parle depuis tout à l'heure et qu'on appelle la blockchain. Cette blockchain, elle contient toutes les transactions depuis l'origine. Environ toutes les 10 minutes, on met à jour une version de ce fichier qui est proposée et qui inclut les transactions récentes. C'est ça qui permet de passer d'une version où j'ai un bitcoin à une version où j'ai donné un bitcoin à Alice. On met à jour les différentes colonnes. Mais la question se pose, qui décide de cette mise à jour ? Comment éviter que cette version soit falsifiée? Et comment faire pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur quelle version est effectivement la vérité vraie? Chaque nœud reçoit toutes les transactions qui sont envoyées et peut vérifier que celles-ci sont valides. Une fois signée, une transaction s'analyse mathématiquement. C'est du calcul, c'est pas une opinion. Tous les nœuds honnêtes, appliquant les mêmes règles, devraient donc arriver en théorie à la même nouvelle version du fichier. Le consensus pourrait à première vue sembler facile à obtenir. Mais cette approche reste naïve et ne fonctionne malheureusement pas. Le monde réel regorge malheureusement de personnes prêtes à faire n'importe quoi pour le profit ou juste pour le plaisir d'embêter tout le monde. Si la bonne volonté suffisait, les cypherpunks auraient résolu le problème depuis longtemps. Par exemple, admettons que des participants décident d'ignorer la transaction de Bob parce qu'il est indésirable. Bon, là, ils ne violent aucune règle technique. Ils ne font que oublier de voir une transaction. Après tout, peut-être qu'ils l'ont pas reçue, peut-être qu'elle n'est pas arrivée. Le problème, c'est que si une majorité de participants agissent de la même façon, alors la transaction de Bob n'entrera jamais dans la blockchain, puisque tout le monde dit qu'ils ne l'ont pas vue. Au final, Bob va garder son bitcoin, il ne pourra pas le transmettre à Alice, rendant ses fonds inutilisables. Le fichier devient alors un outil de contrôle plutôt qu'un registre neutre. Cette menace d'un consensus manipulé fragilise les systèmes décentralisés. La question devient donc comment s'assurer que les participants soient au final honnêtes. Alors, rappelez-vous, n'importe qui peut par définition participer au consensus. Il n'y a pas de filtrage à l'entrée. N'importe qui peut devenir un nœud et installer le protocole Bitcoin pour participer à ce consensus. C'est là qu'intervient ce que l'on appelle l'équilibre de Nash. John Nash, mathématicien, prix Nobel d'économie en 1994, est célèbre pour ses travaux sur la théorie des jeux. Son parcours extraordinaire, mêlant découvertes brillantes et lutte contre la schizophrénie et la paranoïa, a inspiré un film qui s'appelle Un homme d'exception, A Beautiful Mind en anglais, avec Russell Crowe. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous invite à aller le voir. L'équilibre de Nash établit que dans un système où chaque participant poursuit son intérêt personnel, aucun acteur n'a avantage à tricher s'il risque de perdre sa mise. Pour appliquer ce principe au consensus Bitcoin, les participants doivent donc risquer quelque chose quand ils proposent une nouvelle version de la blockchain. Autrement dit, voter, c'est-à-dire proposer une nouvelle version, doit leur coûter quelque chose. Un prix doit être attaché à chaque vote. Mais comment faire pour faire payer un ordinateur? Impossible d'exiger une carte bancaire ou un compte PayPal dans un système décentralisé. Ça n'aurait aucun sens. Il n'existe qu'une seule solution pour faire payer un ordinateur. Il faut lui faire consommer de l'énergie électrique, c'est-à-dire lui faire des calculs. Ce mécanisme s'appelle la preuve de travail, qui sera exigée pour tout ordinateur souhaitant participer au consensus. Cette preuve de travail possède deux propriétés cruciales. La première, personne ne peut être plus intelligent qu'un autre pour résoudre le calcul demandé. Seule la force brute compte. La seconde, une fois la solution trouvée, pas besoin de refaire tout le calcul pour montrer qu'on a résolu le problème demandé. Pour bien comprendre, faisons un exercice de pensée. Imaginez que vous participez au consensus et que pour pouvoir voter pour votre nouvelle version de la blockchain, vous devez d'abord ouvrir une porte qui vous sépare du bureau de vote. Cette porte, elle est verrouillée par un digicode à 4 chiffres. La preuve de travail, c'est trouver le code d'ouverture. Il n'existe pas de stratégie gagnante pour aller plus vite qu'un autre. Vous devez tester toutes les combinaisons possibles, une par une, pour trouver la solution. Peu importe si vous commencez par 9999 et que vous retirez 1 à chaque test, ou peu importe si vous testez complètement au hasard. À la fin, vous mettrez toujours le même temps en moyenne pour ouvrir la porte. Et une fois la combinaison trouvée, la porte elle s'ouvre. Pas besoin de refaire le travail pour démontrer que vous avez réussi.
Ce sera exactement le même principe pour les ordinateurs. Ils vont devoir résoudre des énigmes cryptographiques complexes, un peu comme des digicodes, pour voter et proposer leur version de la blockchain. Ces calculs n'ont aucun autre but que de faire consommer beaucoup d'énergie. Mais c'est précisément ce coût qui garantit la bonne tenue du consensus. Pour censurer une transaction comme celle de Bob, il faudrait qu'une majorité des nœuds, des participants, votent dans ce sens, ce qui exigerait un investissement massif de ressources. Tout le monde devrait faire ses calculs sur la base d'une version de la blockchain où Bob est censuré. L'arrivée constante de nouveaux nœuds honnêtes va rendre cette majorité de plus en plus difficile et coûteuse à obtenir pour un attaquant. Et à un moment, le coût d'une telle censure devient trop important pour la justifier économiquement. Alors à ce stade, vous vous posez forcément la question suivante. Mais pourquoi dépenser de l'énergie, du temps et de l'argent pour participer au consensus? La réponse est simple. La récompense. En effet, le premier à résoudre la preuve de travail reçoit des bitcoins en récompense. Puis tout le monde recommence en espérant être le prochain gagnant. Le réseau ajuste automatiquement la difficulté pour qu'une preuve de travail valide soit trouvée toutes les 10 minutes en moyenne. Et celui qui participe au consensus en trichant, en n'étant pas honnête, verra invariablement le résultat de ses calculs voué à l'échec et sans aucune récompense possible, parce qu'il prend le risque de ne pas avoir la majorité. Il est en effet beaucoup plus facile d'avoir une majorité de gens honnêtes que de gens qui se mettent ensemble pour aller censurer telle ou telle personne. Et donc, en faisant ça, la proposition malhonnête sera rejetée par la majorité des participants qui, eux, suivront les règles. Cette récompense en Bitcoin remplit donc un double rôle. Elle assure d'un côté la sécurité du consensus, mais de l'autre, elle permet aussi de mettre en circulation les bitcoins. Ce processus s'appelle le minage, et ceux qui y participent sont les mineurs. Alors, il n'y a ni pioche ni mine physique, mais l'analogie reste juste. Les bitcoins sont extraits grâce à un travail énergivore, puis ensuite vendus, mis en circulation pour couvrir les coûts de production. Et c'est ce système de consensus, basé sur la preuve de travail et imaginé par Satoshi Nakamoto, qui a déclenché la révolution technologique de Bitcoin. Vous l'avez compris, les bitcoins n'existent pas physiquement. Ils existent dans le tableau de qui possède quoi, sous forme de chiffres. Si je veux utiliser mes bitcoins, leur donner vie, les dépenser, je dois prouver au réseau que je détiens bien le secret associé à ma colonne qui. On peut donc arriver à la conclusion suivante. Posséder des bitcoins, c'est posséder un secret. Ce secret est une information qui peut s'écrire sur un papier, qui peut aussi se graver dans du métal. Vous avez alors dans vos mains quelque chose de tangible représentant la propriété de vos bitcoins. Contre toute intuition, posséder des bitcoins s'avère au final aussi concret et physique que de posséder par exemple de l'or. Et Bitcoin pousse même plus loin cette notion de possession. Votre maison semble vous appartenir, évidemment, mais vous ne pouvez pas l'emporter avec vous si vous devez quitter le pays. Les actions en bourse ou même le cash sur votre compte en banque ne représentent en réalité que des créances dont l'accès dépend du bon vouloir de l'émetteur. Vous croyez posséder quelque chose, mais c'est une illusion que l'on accepte uniquement par contrat social. Vos bitcoins, eux, vous appartiennent vraiment et directement. Personne ne peut saisir ni bloquer à distance vos bitcoins liés à votre clé privée. Aucun intermédiaire ne peut vous empêcher d'y accéder à partir du moment où vous êtes en possession de votre secret. Bitcoin devient alors la dernière frontière de la propriété privée. Les implications philosophiques, économiques, politiques et sociales de cette révolution dépassent l'entendement. Bitcoin est une véritable déclaration d'indépendance. Et cette indépendance ne s'arrête pas là. Bitcoin incarne aussi un standard monétaire novateur, rare, incorruptible et universel, capable d'apporter une véritable alternative aux monnaies fiat traditionnelles. C'est la seconde révolution de Bitcoin que nous allons maintenant explorer ensemble. Maintenant que nous avons vu comment Bitcoin fonctionne techniquement, explorons pourquoi il redéfinit la monnaie elle-même. La technologie de Bitcoin permet la création d'une architecture fonctionnelle entièrement décentralisée et sans tiers de confiance. Ce nouveau système permet d'échanger des quoi, donc des tokens, entre des qui, dont on a simplement besoin de savoir qu'ils sont bien en capacité de prouver la connaissance de leur secret. En d'autres termes, ce réseau n'a besoin de demander la permission à personne pour avoir le droit d'exister. Dès lors que cette technologie existe et fonctionne, sa première application naturelle consiste à l'utiliser comme socle pour créer une nouvelle forme de monnaie totalement indépendante des institutions actuelles. La monnaie légale constitue un monopole des États.
Ainsi, aucune initiative concurrente sérieuse ne peut voir le jour si elle nécessite leur bénédiction. Bitcoin existe dans le cyberespace, là où la loi de l'homme ne s'applique pas. Il ne répond qu'à des injonctions mathématiques et algorithmiques, et ne peut être ni censuré ni arrêté. Il peut certes être interdit ou fortement régulé aux frontières qui le lient à notre univers physique, mais cela revient à vouloir retenir la marée avec un râteau. C'est donc là que réside la seconde révolution apportée par Bitcoin, l'émergence d'une nouvelle forme de monnaie radicalement différente de tout ce que l'humanité a connu. Une monnaie dont la politique monétaire reste inaltérable et à l'abri des risques de corruption politique et humaine. Commençons notre exploration de cette nouvelle révolution. Dès lors que l'on dispose d'un système d'échange et de paiement capable d'indiquer de manière fiable qui possède quoi, et ceci sans autorité centrale, alors tout devient possible. La première des applications est de créer une nouvelle forme de monnaie. Le quoi se transforme donc en unité de compte avec une politique monétaire radicalement inédite et décentralisée. C'est là la véritable révolution du Bitcoin, s'appuyer sur une base technologique résiliente et incensurable pour proposer une alternative monétaire crédible. Une monnaie dont la politique d'émission ne dépend plus d'hommes, de gouvernements ou de circonstances extérieures, mais d'un algorithme mathématique. Dans toute notre histoire, l'intégralité des politiques monétaires ont été conçues, appliquées et administrées par des décisions humaines. Même lorsque l'on a promis une stabilité, celle-ci a toujours fini par céder devant les réalités politiques, les conflits et les ajustements économiques. Les monnaies naissent, changent, s'érodent et meurent. Le franc, l'euro, le dollar, tout ont évolué. Tout ont vu leur pouvoir d'achat dramatiquement diminuer avec le temps. Le Bitcoin apporte une alternative inédite. Il offre à l'humanité un outil qui n'avait encore jamais existé, une politique monétaire déterministe et inaltérable. Celle-ci est inscrite dans l'ADN de son code et ne peut être modifiée sans casser la chaîne et faire échouer toute tentative. La politique monétaire de Bitcoin n'a donc rien de politique ni d'arbitraire. Elle est simplissime, mathématique et tient en 2 instructions. 1. Une émission initiale de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes. Et 2. Tous les 4 ans, lors de ce que l'on appelle le halving, cette émission est divisée par 2. L'émission du Bitcoin dessine une courbe qui tend vers la limite de 21 millions d'unités. Il n'y aura en effet jamais plus de 21 millions d'unités de Bitcoin en circulation. Et le dernier Bitcoin sera miné en 2140. En observant cette courbe, on remarque que l'émission du Bitcoin est abondante au début et devient rapidement de plus en plus rare. 98% de la masse monétaire totale sera mise en circulation d'ici 2031. Et il faudra ensuite un peu plus d'un siècle pour l'émission des 2% restants. Tout ceci ne relève pas du hasard. La politique monétaire de Bitcoin a été spécifiquement conçue pour s'inspirer du modèle d'extraction d'un métal précieux comme l'or, abondant au début et rare à la fin, et pour proposer une distribution très rapide sur les premières décennies. Le plafond de 21 millions est définitif. Contrairement aux monnaies étatiques, dont les promesses de discipline budgétaire volent souvent en éclats, Bitcoin ne peut pas tricher. On ne peut pas décréter qu'il y aura 42 millions de bitcoins, par exemple. On ne peut pas changer les règles. C'est inscrit dans l'ADN du protocole. Même l'or ne peut pas rivaliser avec une telle certitude. On ne sait pas combien d'or reste à découvrir dans les entrailles de la Terre, ni si un jour on en trouvera dans un astéroïde, ou s'il sera même possible d'en produire par des processus de fusion atomique. L'or est rare, mais sa rareté n'est pas absolue. Le bitcoin, lui, l'est mathématiquement. Il y a donc 21 millions de bitcoins pour 8 milliards d'habitants. Il n'y en aura clairement pas pour tout le monde. Et même pas pour tous les millionnaires, dont le nombre total est estimé à 58 millions sur la planète. Et la réalité est encore plus implacable, car on estime en plus qu'entre 3 et 4 millions de bitcoins sont perdus à jamais. Par perdu, j'entends des bitcoins associés à des clés privées, des secrets, qui ne sont plus accessibles. Dans les premiers mois ou années du réseau, les bitcoins ne valaient en effet rien ou pas grand-chose. Des curieux, des développeurs, des pionniers les ont accumulés puis abandonnés, que ce soit par accident ou même sans y penser. Au final, il ne resterait qu'entre 17 et 19 millions de bitcoins effectivement disponibles. Mais tous ne sont pas en circulation et disponibles sur les marchés. Bien au contraire, beaucoup sont entre les mains de détenteurs convaincus, comme moi, d'institutions, de fonds et d'individus qui n'ont absolument aucune intention de vendre. Tout ceci tend vers la création d'un choc de liquidité. De plus en plus de gens voudront un actif dont la quantité est strictement limitée, tandis que de moins en moins d'unités seront disponibles. Bitcoin n'est donc pas simplement une monnaie numérique, c'est une nouvelle forme d'étalon or dont nous allons explorer les contours.
Bitcoin est souvent comparé à de l'or numérique. C'est une comparaison tout à fait correcte, mais il va bien plus loin. Il transcende l'or pour devenir un instrument monétaire d'une puissance inégalée. L'un des défauts majeurs de l'or réside dans sa difficulté d'audit. À moins de faire fondre un lingot pour vérifier sa pureté, tout repose sur la confiance en l'intermédiaire qui vous le vend. Auditer l'or devient même un défi critique pour les réserves stratégiques des États. Sont-elles vraiment présentes dans les coffres? Est-ce qu'elles ont été transférées ou prêtées? Personne ne le sait, car aucun audit complet et indépendant n'a jamais été mené à l'échelle mondiale. Bitcoin partage les qualités fondamentales de l'or: émission contrôlée, fongibilité, résilience et neutralité politique. Mais là où l'or échoue, Bitcoin apporte des solutions concrètes. Il se divise en 100 millions d'unités, se transfère instantanément, s'audite en temps réel et offre une portabilité extraordinaire. Une simple suite de mots gravés sur une plaque métallique représentant le secret suffit pour posséder et déplacer une fortune. Bitcoin peut devenir un nouvel étalon or numérique mondial, programmable, transparent et infalsifiable, avec des règles d'émission connues et inviolables. C'est un actif conçu pour l'ère moderne de l'information et un rempart contre les faiblesses humaines. L'histoire monétaire est jalonnée de promesses trahies. Chaque fois qu'une société a cru détenir un étalon sûr et incorruptible, garant de stabilité et de prospérité, les contraintes du pouvoir et les tentations de l'arbitraire ont fini par l'éroder. L'or n'a pas échappé à ce destin. Centralisé, puis confisqué, il s'est progressivement déconnecté de la monnaie qu'il devait garantir. À chaque fois, le citoyen ordinaire a perdu le socle de sa confiance, tandis que le pouvoir central renforçait sa mainmise sur l'économie et, par extension, sur la vie des individus. Bitcoin brise ce cycle millénaire. Son socle technologique rend en effet certaines trahisons impossibles. Personne ne peut altérer son émission, saisir des avoirs à l'échelle du réseau ou imposer un changement de règles sans l'accord de l'ensemble des participants. Là où l'or dépendait de murs, de coffres et de gardiens, Bitcoin puise sa force dans les nombres. Ce n'est pas seulement une avancée monétaire, c'est un changement de paradigme civilisationnel où la confiance n'est plus un acte de foi envers une institution, mais un mécanisme inscrit dans le code, vérifiable par tous et révocable par personne. Bitcoin ouvre la voie d'un nouvel horizon, celui d'une société qui retrouve la stabilité, la responsabilité et la liberté qu'offre un argent véritablement sain. C'est précisément cet espoir de transformation profonde que nous allons maintenant explorer ensemble. Nous avons grandi dans un monde où la monnaie n'est plus adossée à rien. Un monde où l'argent n'est pas réellement épargné. Il est émis à volonté, créé par la dette, distribué par les banques, manipulé par les politiques monétaires. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'argent-dette. Dans ce système, la monnaie n'est pas une marchandise rare que l'on extrait ou produit, ni une réserve de valeur naturelle. C'est une créance, un engagement, une simple promesse inscrite dans les comptes d'une banque dont la valeur repose entièrement sur la confiance que vous accordez à l'émetteur. Cette architecture n'est pas une anomalie moderne, c'est le résultat logique de l'abandon progressif de toute forme de monnaie marchandise. Lorsque les États ont mis fin à l'étalon or, ils ont définitivement basculé dans un système monétaire basé sur la dette, administré par le crédit, piloté par la planche à billets. Les conséquences sont connues. Inflation chronique, cycle d'expansion et de récession, bulle spéculative, dilution de l'épargne, explosion des dettes publiques et privées. Pour comprendre l'impact sur la société de l'abandon de l'argent-valeur, il faut parler de la préférence temporelle. Ce concept désigne la tendance naturelle des individus à préférer une satisfaction immédiate à une satisfaction différée, mesurant l'impatience économique et influençant nos choix de consommation, d'épargne, d'investissement et donc l'organisation de la société. Les individus, à valeur égale, préfèrent toujours disposer d'un bien aujourd'hui plutôt que demain. Ça a l'air logique. Le temps a une valeur, et cette valeur constitue la base de toute décision économique à long terme. Cette observation peut être intégrée dans une vision comportementale de l'économie. Un individu avec une préférence temporelle faible planifie, épargne, investit et sacrifie le présent au futur. À l'inverse, un individu à préférence temporelle élevée consomme immédiatement, n'épargne rien et sacrifie le futur au présent. Une monnaie saine, difficile à créer ou manipuler, incite à la prévoyance. Épargner a du sens, car la valeur stockée aujourd'hui gardera son pouvoir d'achat demain, encourageant ainsi l'investissement à long terme et le développement de projets durables. Une monnaie inflationniste, elle, va augmenter au contraire la préférence temporelle. Pourquoi attendre si l'argent perd de la valeur? La monnaie pousse à consommer
s'endetter et tout désirer immédiatement. Cette préférence temporelle façonne aussi nos comportements sociaux et psychologiques. Une faible préférence temporelle favorise discipline, patience, coopération, investissement dans l'avenir. A l'inverse, une préférence temporelle élevée s'associe à l'impulsivité, à la recherche du gain rapide, au rejet de l'effort. La monnaie influence donc notre rapport au temps, à l'effort, au futur, pouvant encourager la décadence ou favoriser la civilisation. C'est dans ce contexte que Bitcoin opère une rupture radicale. Bitcoin n'est pas une dette. Il ne représente pas une promesse de paiement futur. Il n'est pas émis par une autorité centrale. Il n'est pas adossé à une institution, un contrat ou un actif tiers. Il est autoréférentiel, autonome, final. Posséder un Bitcoin, ce n'est pas avoir une créance sur quelqu'un. C'est posséder un actif natif et sans contrepartie. C'est une monnaie valeur. Avec Bitcoin, nous redécouvrons une monnaie saine, rare, neutre, incorruptible, indépendante de décisions politiques, favorisant épargne et responsabilité individuelle. C'est un retour à l'économie du temps long. Dans un monde où l'inflation vous pousse à dépenser, Bitcoin invite à conserver, épargner, penser à demain. Le système fiat repose sur la dette et la dilution de valeur. Bitcoin repose sur le code, le consensus et une rareté mathématique absolue. Bitcoin ne propose pas d'améliorer le système existant, mais de le renverser. Il représente un monde où la monnaie ne peut être créée à volonté et où l'épargne est sécurisée. C'est le choc de Bitcoin, le retour à l'argent-valeur, la monnaie dure, le refus de la dette comme socle, la réhabilitation de la responsabilité individuelle. Bitcoin n'est pas neutre ou technocratique. Il porte une vision du monde et du pouvoir radicalement différente. Ce n'est pas simplement une technologie ou une innovation financière. C'est un acte de résistance, un choix civilisationnel, un changement de paradigme. Vous possédez désormais toutes les clés pour comprendre Bitcoin en profondeur et poursuivre votre exploration. Vous savez d'où il vient, pourquoi il a été créé et comment il fonctionne dans ses moindres détails. Vous avez découvert son architecture technologique et compris sa nature monétaire. Pourtant, il est naturel que des questions persistent, peut-être même des doutes. À comprendre ne suffit pas toujours à convaincre. Toute idée révolutionnaire fait face à ses détracteurs et Bitcoin n'y échappe pas. Ces critiques ressassent les mêmes arguments depuis ses débuts. C'est une bulle, c'est trop lent, c'est réservé aux criminels, c'est un désastre écologique. Bon, avant d'aller plus loin, nous devons soumettre ces objections à l'épreuve des faits et répondre méthodiquement aux critiques les plus courantes. Dans la partie qui suit, nous examinerons ces arguments avec rigueur et précision pour que vous puissiez forger votre propre opinion. Entrons dans l'arène. Bitcoin est un Ponzi. C'est l'objection qui revient sans cesse, comme un réflexe pavlovien, comme une incantation rassurante pour ceux que le Bitcoin dérange. Bitcoin est un Ponzi. Combien de fois ai-je entendu cette phrase depuis plus de 10 ans? Elle ressurgit à chaque nouveau sommet, inlassablement. Chaque fois que Bitcoin franchit un seuil, 100 $, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, toujours la même rengaine, toujours la même angoisse dissimulée sous le sarcasme. Car en réalité, Bitcoin dérange profondément. Il heurte les représentations établies de la monnaie, de la valeur du pouvoir. Alors on tente de le réduire, de le ridiculiser, de le ramener dans une case facile à étiqueter. Et l'une des cases les plus commodes, celle du système de Ponzi. Mais avant d'accuser, encore faut-il comprendre ce qu'est vraiment un Ponzi. Un système de Ponzi, du nom de Charles Ponzi, est une fraude financière basée sur un mécanisme très simple. Les premiers investisseurs touchent des profits non pas grâce à une création de valeur réelle, mais avec l'argent des nouveaux entrants. Ce montage fonctionne tant que de nouveaux investisseurs injectent de l'argent dans le système. Par contre, dès que l'afflux ralentit, tout s'effondre. Par essence, un Ponzi est une pyramide fragile, alimentée par une illusion. Il repose sur un instigateur qui promet des rendements garantis et entretient cette illusion par des artifices comptables et un marketing agressif. Alors, posons la question, Bitcoin correspond-il à ces définitions? Bitcoin ne promet rien. Aucun rendement, aucun intérêt, aucune plus-value garantie. Rien. Il ne vous promet pas de plan miracle pour doubler votre mise. Il ne vous envoie pas de brochure. Il ne dispose d'aucun centre d'appel, d'aucune entreprise, d'aucun dirigeant pour vous inciter à acheter. Bitcoin n'a ni organe de direction, ni levier caché, ni comité central qui tire les ficelles. C'est un protocole informatique, libre, ouvert et transparent. Sa valeur se détermine publiquement par l'offre et la demande sur des marchés concurrents et mondiaux. Il fonctionne depuis plus de 15 ans sans interruption, sans chef, sans relance, sans planche à billets. Alors, pourquoi certains persistent-ils à parler de Ponzi? Tout simplement parce qu'ils confondent spéculation et fraude.
Parce qu'ils réduisent tout à cette idée simpliste. Si vous achetez du Bitcoin, c'est uniquement dans l'espoir qu'un pigeon vous le rachète plus cher. Dans un sens, cette vision n'est pas totalement fausse. Mais cette logique cynique n'a rien de frauduleux. C'est la logique naturelle de tout actif dans un marché libre. Vous achetez de l'immobilier, faudra bien qu'un pigeon vous le reprenne à un meilleur prix. Vous investissez dans l'or, une œuvre d'art, des actions, une parcelle de terre ou une bouteille de Romanée Conti, c'est exactement la même mécanique. Pourtant, cela ne fait pas de l'immobilier, de l'or ou d'une cave à vin des systèmes de Ponzi. Absolument pas. On vous rétorquera que contrairement au Bitcoin, l'immobilier, l'art ou l'or génèrent des usages concrets, des revenus tangibles ou remplissent des fonctions physiques. Sur ce point, je réponds que Bitcoin offre lui aussi une valeur d'usage réelle, celle de la liberté financière et de la souveraineté monétaire. Alors oui, je ne peux pas manger mes bitcoins, mais le jour où le monde basculera dans l'incertitude la plus totale, j'aurai un refuge solide pour protéger ma famille et les miens. Alors non, Bitcoin n'a fondamentalement rien à voir avec une pyramide de Ponzi. Le Bitcoin ne vaut rien parce qu'il n'est adossé à rien. Ça, c'est l'objection refuge, celle qu'on entend depuis plus de 15 ans. Elle ressurgit à chaque cycle, portée par des économistes de plateau, des experts en carton et parfois même des prix Nobel. Toujours le même verdict. Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. C'est une illusion collective, un pur délire spéculatif destiné à retomber un jour à zéro. Ce genre d'affirmation, pourtant martelée avec autorité, révèle surtout une incompréhension fondamentale, celle de la nature même de la valeur. Car qu'est-ce que la valeur intrinsèque d'un lingot d'or, d'une pierre précieuse ou d'un billet de 100 €? Prenons justement ce billet. Il est en papier, sa valeur vient-elle de sa composition physique? Évidemment que non. Il vaut 100 € uniquement parce qu'on y croit collectivement, parce qu'un État l'émet, le garantit, et parce que nous acceptons tous de lui reconnaître cette valeur, ni plus ni moins. La vérité, c'est que la valeur n'est jamais intrinsèque, elle est sociale, conventionnelle, contextuelle. Elle naît de l'usage et repose sur la confiance. Même l'or, souvent cité comme le véritable étalon valeur, ne vaut pas grand-chose par ses seuls usages industriels. Il vaut parce que depuis des siècles, voire des millénaires, nous avons choisi de lui accorder notre confiance, de le transmettre, de l'accumuler et de le symboliser. Sa rareté, sa durabilité, sa portabilité relative et sa résistance à la contrefaçon en ont fait une base monétaire naturelle. Mais sa valeur reste subjective. Elle est avant tout culturelle. Bitcoin fonctionne selon le même principe, avec une différence de taille. Il est numérique, transparent, programmable et résistant à la censure. Il s'appuie sur une infrastructure ouverte et décentralisée, dont les règles sont fixées une fois pour toutes. Bitcoin ne produit pas de dividendes, ne verse pas de coupons et n'offre aucun rendement garanti. Pourtant, il remplit plusieurs fonctions cruciales. Il permet de transmettre de la valeur sans autorisation, il offre un refuge contre l'inflation, une sortie de secours face à la censure, une réserve de valeur réellement transportable, incorruptible et souveraine. La valeur de Bitcoin ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il permet. Bitcoin puise sa valeur dans deux piliers fondamentaux. Sa décentralisation technique, qui garantit que personne ne peut le contrôler, et sa certitude monétaire, qui assure que son offre ne sera jamais altérée. Tant que ces deux fondations tiennent, ce qu'elles ont fait depuis plus de 15 ans, la confiance perdure et avec elle, la demande. Là où existe une demande pour un actif dont l'offre est strictement limitée, un prix émerge toujours. Alors certains objecteront « Oui, mais si un jour plus personne n'y croit, sa valeur retombera à zéro ». Oui, c'est vrai, mais reconnaissons que cela s'applique également à l'euro, au dollar, à l'or ou à l'immobilier. Tout actif repose au final sur une croyance partagée. Bitcoin n'est pas adossé à un gouvernement, mais à un protocole. Il n'est garanti par aucune banque centrale, mais par du code, du consensus et une résilience éprouvée. Ce n'est pas une promesse, c'est une possibilité concrète. Une alternative monétaire qui ne dépend de personne et qui continue inlassablement de faire ses preuves. Alors non, le Bitcoin n'est pas adossé à rien. Il repose sur une idée puissante, une idée dont le temps est venu. Et la volatilité alors ? C'est probablement l'argument le plus répandu contre Bitcoin. C'est bien trop volatile pour être une monnaie. Ou alors, comment peux-tu parler de réserve de valeur quand le Bitcoin peut s'effondrer du jour au lendemain? Alors oui, c'est vrai, mais seulement à court terme. Le prix du Bitcoin peut perdre 10% en une journée, on l'a déjà vu, ou 30% en un mois. De quoi effectivement douter de son usage quotidien ou comme réserve de valeur. Mais cette volatilité caractérise une monnaie jeune, en adoption mondiale, avec une offre fixe face à une demande fluctuante. Bitcoin traverse des cycles prévisibles, emballement, correction, consolidation,
Nouveau sommet, à chaque cycle, le plancher des prix remonte malgré ces variations spectaculaires. Mais en prenant du recul, la volatilité se lisse. Un investisseur qui garde ses bitcoins 4 ans ou plus n'a jamais perdu d'argent. Alors, ce n'est pas une promesse, mais un constat historique. Le vrai risque réside dans les réactions émotionnelles, pas dans les variations à court terme. La perte survient quand on vend dans la panique. En septembre 2025, Bitcoin vaut 2000 milliards de dollars. Cela peut sembler énorme, mais ça reste faible comparé à d'autres actifs. L'or vaut 23 000 milliards au total. Les actions cotées, 125 000 milliards. L'immobilier, 400 000 milliards. Imaginez donc Bitcoin comme un petit navire en mer. Les vagues le soulèvent et l'abaissent, chaque creux et crête faisant tanguer violemment le pont. La traversée reste périlleuse. Il faut tenir fermement la barre et garder le cap malgré les embruns. Plus loin, navigue le paquebot de l'or, 10 fois plus imposant, qui avance sereinement. Les mêmes vagues qui malmènent le petit navire ne provoquent qu'un léger roulis sur ce géant, offrant une croisière presque paisible. Quand Bitcoin atteindra la taille de ses aînés, sa valeur se stabilisera naturellement. Bitcoin, c'est pour les criminels. Bon, ça c'est une rengaine bien connue. On l'entend à la télévision, dans des discours politiques, dans la bouche de certains banquiers et responsables publics. Bitcoin, c'est l'argent des mafieux, des terroristes, du blanchiment. Bon, le sous-entendu est clair, Bitcoin serait un outil conçu pour contourner la loi et alimenter l'économie souterraine. Conclusion logique, il faudrait s'en méfier, le surveiller de près, voire l'interdire. Pourtant, cet argument 1000 fois répété s'effondre face aux faits. Alors certes, Bitcoin a servi à des activités illicites, mais de manière marginale. Selon le dernier rapport d'analyse sur le sujet, les transactions criminelles en Bitcoin représentent seulement 0,24% du volume total des échanges. Pour mettre ce chiffre en perspective, selon le FMI, entre 2 et 5% du PIB mondial transite chaque année via des circuits de blanchiment d'argent, principalement par le système bancaire traditionnel. L'écart est saisissant. De plus, contrairement à ce que l'on pense, Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. Si l'identité de l'utilisateur n'apparaît nulle part, toutes ces transactions restent publiques et gravées dans la blockchain. Chaque transaction laisse une trace visible et vérifiable. Cette transparence rend justement Bitcoin impraticable pour les criminels. Une fois qu'une transaction suspecte est repérée, il devient possible de suivre les fonds et de remonter jusqu'aux plateformes d'échange, là où l'utilisateur doit révéler son identité pour convertir ses bitcoins en euros ou en dollars. En effet, les criminels cherchent du cash liquide et non traçable. Pour cet usage, Bitcoin s'avère être un très mauvais outil. L'argument qui réduit Bitcoin à un simple outil criminel est donc absurde, dépassé et statistiquement faux. C'est un raccourci intellectuel aussi malhonnête que d'affirmer qu'Internet est le réseau des pédocriminels ou que les smartphones constituent les piliers du crime organisé. Ce n'est pas l'outil qui fait le crime, c'est l'usage qu'on en fait. Et l'immense majorité des utilisateurs de Bitcoin, c'est-à-dire plus de 99,7%, l'utilisent à des fins parfaitement légitimes. Alors non, Bitcoin n'est en aucun cas la monnaie préférée des criminels et ne risque pas d'en détrôner le champion incontesté, le dollar. Vous dites qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, mais la réalité, c'est qu'il existe énormément de clones de bitcoin, augmentant la masse monétaire vers l'infini. Certains voient cela comme la preuve que bitcoin n'est pas unique et que la limite des 21 millions est complètement illusoire. Le code de bitcoin est accessible à tous. On peut le copier, le modifier, en créer sa version avec sa propre politique monétaire. Créer bitcoin 2, bitcoin 3, etc. suffirait alors à invalider l'argument des 21 millions. Une infinité de versions signifierait une infinité de bitcoins, causant une inflation artificielle par simple duplication. Bon, c'est évidemment complètement faux. Un clone crée des tokens distincts, avec des marchés séparés. Cet argument de la non-unicité repose donc sur une incompréhension fondamentale. La valeur de Bitcoin réside dans son effet réseau, pas dans son code lui-même. Bitcoin a été copié de nombreuses fois, inspirant une galaxie d'altcoins, c'est-à-dire des autres cryptoactifs, chacun avec sa politique monétaire. Le premier essai, Litecoin, a été lancé en 2011, suivi ensuite par des milliers d'autres clones. Mais copier un code ne recrée pas un réseau. Vous pouvez copier Bitcoin, le nommer Super Bitcoin et le promouvoir. Ça va rester un clone sans utilisateur, sans adoption réelle, sans histoire. Une coquille vide. Prenons l'analogie des réseaux sociaux. Créer un clone de Facebook, Instagram ou TikTok est à la portée d'un bon développeur. Après tout, ce ne sont que des bases de données, quelques algorithmes, une interface. Au final, rien de vraiment inaccessible techniquement. Mais bon, si vous lancez Instatok demain, la vraie difficulté sera sociale,
pas technique. Il faudra convaincre des millions d'utilisateurs de quitter leur réseau habituel pour le vôtre. Et ça, c'est une toute autre histoire. La possibilité de copier le code ne remet nullement en cause cette rareté fondamentale. Il n'existe qu'un seul Bitcoin, et ceci est un fait social indiscutable. Un jour, Bitcoin sera remplacé par une version 2.0, plus rapide, plus moderne. Bon, c'est une idée qu'on entend souvent. Elle paraît d'ailleurs parfaitement logique si on applique les modèles classiques de l'innovation technologique. Un produit apparaît, puis une version améliorée le supplante, et le cycle continue. Alors, pourquoi Bitcoin échapperait-il à cette règle? Pourquoi n'est-il pas voué à l'obsolescence? La réponse est aussi simple que surprenante. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un simple produit technologique. Le cœur de sa valeur ne réside pas dans l'innovation, mais dans la stabilité. La plupart des personnes qui s'y intéressent sérieusement et qui y investissent une partie de leur patrimoine ne cherchent pas un meilleur Bitcoin. Elles ne veulent pas d'un Bitcoin plus rapide, capable de traiter davantage de transactions. Elles ne rêvent pas non plus d'un Bitcoin bourré de fonctionnalités exotiques ou de capacités de programmation avancées. Ce qu'elles valorisent, c'est précisément ce que la plupart des innovations tentent d'éliminer: l'immobilité et la résistance au changement. Bitcoin ne promet pas d'être le plus pratique ou le plus évolutif. Il est un réseau monétaire résilient, incorruptible, résistant à la censure et neutre. Sa mission est de garantir sa promesse initiale, c'est-à-dire un actif numérique souverain, inarrêtable et mathématique. Il n'existe pas de deuxième meilleur Bitcoin. Bitcoin répond à un besoin unique, un actif numérique inaltérable et incensurable, un bien rare dont l'émission est connue à l'avance, un système qui ne dépend d'aucun chef, d'aucun État, d'aucune entreprise. Pour que cette promesse soit tenue, il doit rester ce qu'il est. C'est dans sa lenteur, sa rigidité, c'est dans son refus du changement permanent que Bitcoin puise sa valeur. Tout ce qui change trop vite est aussi tout ce qui se casse facilement. Bitcoin ne participe pas à une course à l'innovation. Il n'en a ni l'ambition, ni le besoin. Il est né dans un contexte unique, sans aucun projet comparable. Il a grandi dans l'indifférence, puis dans l'adversité, sans fondateur omniprésent, sans levée de fonds, sans business model. Cette trajectoire, aussi organique qu'improbable, ne peut plus être reproduite. Alors non, il n'y aura jamais de Bitcoin 2.0. Car les conditions qui ont permis à Bitcoin d'émerger ont disparu. Et plus important encore, Bitcoin ne sera jamais remplacé, puisqu'au fond, personne n'en attend une meilleure version. S'il n'y a plus de Bitcoin à miner, pourquoi alors est-ce que les mineurs continueraient à sécuriser le réseau? La sécurité de Bitcoin dépend de la puissance de calcul des mineurs, qui reçoivent une récompense de blocs diminuant tous les 4 ans. Alors que se passera-t-il quand cette récompense deviendra dérisoire? Pourquoi est-ce que les entreprises continueraient d'investir encore dans du matériel coûteux et de l'énergie sans retour substantiel? Le halving réduit certes les récompenses de blocs, mais les mineurs touchent aussi des commissions sur chaque transaction payées directement par les utilisateurs. C'est le marché qui détermine ces frais. Plus la demande explose, plus les utilisateurs paient cher pour une validation rapide. Bitcoin a en effet une capacité limitée et il ne peut traiter qu'un nombre limité de transactions toutes les 10 minutes, ce qui va créer une compétition. Chaque utilisateur propose donc ses frais pour faire passer sa transaction en priorité. C'est un peu sous une forme d'enchère. Plus vous payez, plus vite votre transaction passe parce que les mineurs vont la sélectionner en priorité. Mais ce passage des récompenses par émission monétaire à une récompense par les frais de transaction suffira-t-elle à long terme? Le marché des frais peut-il vraiment maintenir la sécurité du réseau entier lorsque les récompenses de blocs tendront vers zéro? Bon, tant que Bitcoin répond au besoin fondamental d'un actif souverain, libre et incensurable, les gens l'utiliseront. Cette utilisation génère automatiquement des transactions et donc des commissions pour les mineurs. De plus, même si la récompense en Bitcoin diminue, sa valeur en dollars peut rester stable ou même augmenter. Ah oui, si le prix du Bitcoin est multiplié par 10, une récompense divisée par 2 continue d'attirer massivement les mineurs. La sécurité dépend au final du rapport coût-bénéfice d'une attaque. Si le réseau reste actif et les mineurs motivés par des commissions attractives, il restera résilient. Une adoption mondiale croissante fera mécaniquement grimper les frais, renforçant encore la sécurité. Au final, Bitcoin doit simplement continuer d'exister, de rester utile et d'attirer de nouveaux utilisateurs. Alors dans un monde où les libertés financières se réduisent chaque jour, Bitcoin offre cet espace rare de souveraineté numérique répondant à un besoin profond et durable. Les halvings n'auront donc pas raison de Bitcoin. Au contraire, ils lui apporteront la confirmation que le réseau a atteint sa maturité en tirant désormais sa force non plus de l'émission monétaire, mais de l'usage réel.
L'attaque des 51% sera fatale à Bitcoin. Bon, ça, c'est l'un des scénarios les plus spectaculaires évoqués contre Bitcoin. Si un acteur malveillant parvenait à contrôler plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau, qu'on appelle le hash rate, alors il pourrait instaurer une tyrannie invisible sur le protocole. Cette attaque, dite attaque des 51%, repose sur un principe simple. Celui qui détient la majorité de la puissance de calcul du réseau peut créer une version concurrente de la blockchain, invalidant des transactions, effectuant des doubles dépenses et compromettant l'irréversibilité des paiements. En réalité, cette attaque reste coûteuse, pas du tout discrète et économiquement irrationnelle. Aujourd'hui, le minage de Bitcoin mobilise des milliards d'euros et consomme autant d'énergie qu'un pays entier. Pour perturber cet équilibre, un attaquant devrait construire secrètement un second réseau mondial coûtant des dizaines de milliards de dollars et nécessiterait des années de préparation. Et puis pour quel résultat? En faisant baisser la valeur du Bitcoin en attaquant le réseau, on va aller immanquablement venir détruire l'investissement qui a été préalablement réalisé. C'est là le paradoxe fondamental. Une attaque des 51% reste théoriquement possible, mais économiquement suicidaire. Parier sur la baisse de Bitcoin en bourse pour en profiter resterait quand même très aléatoire et super compliqué à mettre en œuvre à une telle échelle. D'autre part, si une entité hostile investissait des milliards pour affaiblir Bitcoin, l'écosystème riposterait. Dans une économie où Bitcoin occupe une place centrale, les utilisateurs accepteraient de mettre des frais de transaction plus élevés pour soutenir les mineurs honnêtes, rendant l'attaque plus coûteuse. Il serait en effet naïf de croire que la communauté et les acteurs financiers et étatiques, massivement investis en Bitcoin, resteraient passifs face à une telle attaque. En conclusion, s'il est tout à fait légitime de débattre de cette attaque et de l'anticiper, son risque est loin d'être aussi définitif et fatal que le prétendent les détracteurs de Bitcoin. Elle s'avérerait en effet soit économiquement ruineuse pour ses auteurs, soit socialement neutralisée par les réactions en chaîne qu'elle déclencherait au sein de la communauté. Bitcoin est un désastre écologique. Alors oui, Bitcoin consomme énormément d'énergie, c'est indéniable. Mais la vraie question n'est pas là. D'abord, on a le droit de se poser la question sur l'aspect philosophique et social. A-t-on le droit de consommer de l'énergie pour protéger un système monétaire libre et décentralisé? Consommer de l'énergie n'est pas un crime en soi. Nous n'interdisons pas les guirlandes de Noël ou les piscines chauffées parce qu'elles remplissent une fonction sociale ou culturelle. Bon, si vous considérez que le Bitcoin ne sert à rien, alors oui, sa consommation énergétique est absurde. Mais si vous voyez en Bitcoin un outil de souveraineté monétaire, de résistance à la censure, de protection de l'épargne contre l'inflation et d'inclusion financière mondiale, alors sa consommation énergétique devient non seulement justifiée, mais nécessaire. Intéressons-nous surtout à l'aspect technique du sujet. Quel type d'électricité Bitcoin utilise-t-il réellement? Les mineurs recherchent avant tout l'électricité la moins chère. Et l'électricité la moins chère est celle dont personne ne veut, c'est-à-dire l'énergie excédentaire des barrages, fermes solaires, éoliennes ou centrales nucléaires qui ne peuvent être ni stockées ni injectées sur le réseau sans le surcharger. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette surproduction? Tout simplement parce qu'on ne peut pas contrôler un barrage hydraulique, le vent ou le soleil. Une centrale nucléaire fonctionne en continu et ça ne coûte pas moins cher de ne pas produire d'électricité. En revanche, les centrales à charbon ou à gaz sont modulables. Si on a besoin de moins d'électricité, on va brûler moins de combustible quand le réseau demande moins d'énergie. Cette électricité non utilisée se perd, on va la gaspiller, la dissiper en chaleur. C'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. Et c'est là qu'interviennent les mineurs. Ils ont tout intérêt à s'installer près de ces sources et à acheter l'électricité inutilisée à un prix réduit afin de la transformer en Bitcoin. Ils ajustent leur consommation en temps réel, ils peuvent absorber l'excès d'électricité quand il y a beaucoup d'électricité et peuvent réduire leur consommation quand la demande locale augmente. C'est un modèle qui s'avère à la fois rationnel et vertueux. Il permet aux projets d'énergie renouvelable de devenir viables dans des zones en voie de développement. En Afrique par exemple, vendre l'excès de production d'un barrage aux mineurs dès sa mise en service rentabilise l'infrastructure bien avant que la demande locale ne prenne le relais. Au final, Bitcoin devient ainsi un véritable catalyseur d'investissement dans la transition énergétique. Et cette approche dépasse le cadre théorique. En Norvège, au Canada, au Paraguay, au Texas ou au Kenya, des mineurs s'installent déjà près de barrages ou de parcs solaires pour améliorer leur rentabilité. Selon les dernières études, 50 à 60% de l'électricité utilisée par les mineurs de Bitcoin provient de sources renouvelables.
C'est un chiffre qui surpasse de nombreuses industries traditionnelles. Ce pourcentage continue d'ailleurs de croître, stimulé par la compétition économique. Alors non, Bitcoin n'est pas un désastre écologique. Il est au contraire une chance pour les énergies renouvelables. Ethereum est passé à la preuve d'enjeu pour économiser l'énergie, alors pourquoi pas Bitcoin? Bon, l'argument semble solide. Si une autre méthode peut sécuriser le réseau sans consommer de TWh, alors pourquoi ne pas l'adopter? Pourtant, comme souvent avec Bitcoin, les apparences sont trompeuses. La réponse ne se limite pas à une simple comparaison technique. Elle touche au cœur même de ce que Bitcoin représente. Bitcoin s'appuie sur un principe fondamental, la preuve de travail. Pour participer à la sécurité du réseau, il faut mettre quelque chose en jeu dans le monde réel, investir du capital, consommer de l'électricité, mobiliser du matériel spécialisé et ainsi assumer un risque économique tangible. En respectant les règles du protocole, on reçoit une récompense. Sinon, c'est une perte sèche. Ce mécanisme crée un consensus ancré dans la réalité physique, où l'intégrité du système dépend directement d'un coût énergétique réel. La preuve d'enjeu qu'Ethereum a adoptée en 2022 élimine le besoin de machines et d'énergie. On mise le cryptoactif lui-même, on participe au vote sur les blocs et on reçoit une récompense ou une pénalité selon le respect du protocole. Cette approche semble à première vue élégante et économique, mais elle introduit des risques sécuritaires supplémentaires. Contrairement à la preuve de travail, la preuve d'enjeu repose sur une ressource numérique, donc plus facilement capturable. Avec les ETF, fonds de placement et institutions financières, d'énormes quantités d'Ether se concentrent désormais dans des structures potentiellement sous le même contrôle. Ces entités contrôlent les clés privées, ce qui leur permet de participer à la validation du réseau. Un acteur unique ou un cartel restreint pourrait ainsi facilement agréger 20, 30, voire 40% de la participation. Le risque d'une attaque des 51% devient alors réaliste, notamment de la part d'entités financières motivées par des intérêts spéculatifs, comme par exemple saboter temporairement le réseau pour spéculer à la baisse. Le verrou énergétique de Bitcoin, souvent décrié, constitue en réalité la clé de sa résilience. Il offre une sécurité ancrée dans la réalité physique et respectant la seconde loi de la thermodynamique. Seule une architecture de ce type peut garantir l'intégrité de la valeur d'un actif qui est amené à dépasser plusieurs dizaines de trillions de dollars. Alors non, Bitcoin ne basculera jamais vers la preuve d'enjeu. On reproche souvent à Bitcoin d'être trop lent et limité pour être un système de paiement universel. Bon, Visa, Mastercard traitent entre 20 et 30 000 transactions par seconde. Bitcoin, environ 7. Oui, 7 transactions par seconde. Alors oui, comment l'imaginer comme monnaie mondiale avec une capacité aussi limitée? Mais que recherche-t-on vraiment avec Bitcoin? Un système de paiement quotidien ou un outil de réserve de valeur résilient, décentralisé, non censurable et stable à long terme? Bitcoin n'a jamais cherché à concurrencer Visa. Son objectif, rester décentralisé et résistant à la censure. Cette priorité a un prix, c'est la scalabilité. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Impossible d'optimiser simultanément décentralisation, sécurité et scalabilité. Bitcoin sacrifie délibérément la scalabilité pour préserver son intégrité. Il reste limité, mais sécurisé et décentralisé. Il sera incapable de traiter des milliers de transactions par seconde, mais il est durable et résilient. La majorité des utilisateurs acceptent cette limitation de scalabilité en échange d'une intégrité absolue. Ils préfèrent un réseau incensurable et inaltérable à un réseau plus rapide mais centralisé. Alors oui, bien sûr, Bitcoin présente certaines limitations et ne scale pas parfaitement, mais c'est un choix délibéré pour obtenir une résilience maximale. Vous êtes bien gentil avec votre Bitcoin, mais ça reste un programme informatique. Et tous les programmes finissent par se faire pirater. Un jour, quelqu'un trouvera une backdoor, appuiera sur un bouton et boum, bye bye. Ce genre de remarque, digne des conversations de comptoir, reste malheureusement d'actualité. Elle repose sur une idée simpliste et fausse. Bitcoin serait un logiciel centralisé comme un autre, une sorte de Windows de la finance. Alors selon cette logique, comme toute technologie, il suffirait d'un bug, d'une faille, d'un petit génie mal intentionné pour tout faire tomber. Bon, cette vision trahit une méconnaissance de ce qu'est Bitcoin et surtout de son fonctionnement. Bitcoin, c'est pas une application, c'est un protocole, une grammaire, une série de règles qui sont implémentées à travers plusieurs logiciels, développés indépendamment
et fonctionnant de manière compatible mais autonome. Il n'existe en effet pas un seul programme Bitcoin. Il y a des implémentations dans divers langages de programmation et chacun va choisir ce qu'il préfère. Il pourra même compiler lui-même le code, l'auditer ligne par ligne. En effet, le code est open source, c'est-à-dire qu'il est disponible publiquement et scruté par des milliers de développeurs. Réussir à y insérer une faille est extrêmement improbable. Et même si, par miracle, une backdoor était introduite dans une version, l'impact resterait nul et local. Les utilisateurs ne sont pas obligés de mettre à jour leur version. Chaque utilisateur reste souverain dans sa version du protocole. Une backdoor ne perturberait que ceux qui l'auraient intégrée. Les autres, l'écrasante majorité, continuerait de fonctionner normalement, le problème serait rapidement détecté puis corrigé. Une modification malveillante ne pourrait de toute façon ni faire tomber le réseau, ni réécrire la blockchain, ni changer le nombre de bitcoins en circulation. Enfin, concernant le code original de Satoshi, il n'en reste pratiquement plus rien. Tout a été entièrement réécrit depuis. Donc, même si Satoshi revenait, il n'aurait aucun pouvoir technique pour accéder au Bitcoin ou changer le protocole. Il pourrait donner son avis, écrire un article ou proposer une amélioration. Il serait écouté, évidemment, mais il ne pourrait pas modifier ce protocole sans l'accord des utilisateurs. Bitcoin n'est pas dirigé, il est accepté par consensus. Alors non, Bitcoin ne peut pas être piraté. Pas plus que l'on ne peut pirater les mathématiques ou la gravité. Vous avez sûrement entendu cette prédiction. L'informatique quantique pourra casser les clés privées de Bitcoin et s'emparer des fonds en quelques secondes. Cette vision apocalyptique repose sur une appréciation très exagérée de la menace quantique actuelle et sous-estime la capacité de Bitcoin à s'adapter. Concrètement, la menace provient de l'algorithme quantique de Shor, qui peut résoudre le problème du logarithme discret et factoriser des entiers. Bon, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave, écoutez la suite. Cet algorithme pourrait casser l'asymétrie entre la clé publique et la clé privée. C'est-à-dire qu'à partir de la clé publique, on peut retrouver le secret et ainsi vider tous les portefeuilles qui sont exposés. Les portefeuilles vulnérables ou les adresses vulnérables sont celles qui ont déjà révélé leur clé publique, notamment les nombreuses et anciennes adresses de Satoshi. Mais dans les faits, nous en sommes encore très loin. Les ordinateurs quantiques actuels, chez Google ou IBM, plafonnent à quelques centaines, voire 1000 qubits. Un qubit, c'est juste une unité de mesure de la performance de ces ordinateurs. Pour casser une clé Bitcoin, il faudrait des millions de qubits stables et corrigés, c'est-à-dire multiplier au moins par 1000 les capacités actuelles. Cette évolution devrait cependant arriver un jour, c'est sûr. Les rapports récents estiment une fenêtre de 5 à 15 ans pour s'y préparer, avec une menace de cassage quantique généralement envisagée pour les années 2040. Bien que conservateur par nature, Bitcoin peut cependant évoluer face à des menaces existentielles. La communauté pourrait adopter en effet des signatures post-quantiques et rendre Bitcoin résistant. Mais il y a aussi un autre aspect à tout cela. Pour qu'une menace quantique devienne réelle pour Bitcoin, il ne suffit pas qu'un ordinateur puisse casser une clé. Il faut que quelqu'un utilise cette puissance dans ce but précis, ce qui implique un coût d'opportunité considérable. Développer un ordinateur quantique capable de casser la cryptographie de Bitcoin demande des ressources énormes, des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, des années de recherche et une main-d'œuvre ultra spécialisée. Seules quelques puissances étatiques comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, ainsi que des géants technologiques comme Google, IBM ou Microsoft pourront y avoir accès. Ces capacités seront probablement réservées à des priorités stratégiques majeures, renseignement militaire, déchiffrement de communications diplomatiques et cassage de systèmes de sécurité critiques dans la défense. Bitcoin, même avec une capitalisation de plusieurs trillions de dollars, ne représente pas forcément la première cible de ces acteurs. De plus, s'attaquer à Bitcoin révélerait immanquablement l'usage de cette puissance, ce qui reviendrait à dévoiler une supériorité stratégique majeure. En d'autres termes, démontrer qu'un ordinateur quantique peut casser la cryptographie de Bitcoin, c'est probablement griller sa meilleure carte d'espionnage pour une cible financière certes symbolique, mais remplaçable et réparable. En effet, comme nous venons de le voir, Bitcoin pourrait migrer vers un algorithme post-quantique et se remettre d'une telle attaque. Les premiers usages de ces ordinateurs quantiques resteront probablement discrets et ciblés, exploitant des vulnérabilités dans des systèmes moins résilients. Bitcoin, lui, audité en continu par des milliers de développeurs et naturellement adaptable, n'est ni la proie la plus facile, ni la plus stratégique. Alors en conclusion, oui, la cryptographie asymétrique actuelle est théoriquement menacée par l'informatique quantique. Mais l'horizon reste lointain. On parle de décennies. D'ici là, Bitcoin dispose des leviers techniques et communautaires nécessaires pour se défendre. Il n'y a donc aucun danger immédiat pour la sécurité du réseau, bien qu'il soit sage de s'y préparer dès maintenant
Et du reste, c'est exactement ce que sont en train de faire les développeurs de Bitcoin. Un jour, les États vont interdire le Bitcoin. Ils le rendront illégal et il disparaîtra. Cette objection semble inévitable. Les gouvernements interdisent des choses tous les jours, livres, applications, entreprises. Alors pourquoi pas une monnaie numérique décentralisée qui pourrait menacer leur souveraineté économique? Un pays peut criminaliser la possession ou l'usage de Bitcoin, poursuivre les détenteurs de portefeuilles, interdire les plateformes d'échange ou couper les passerelles entre crypto et monnaie fiat. Non seulement c'est techniquement faisable, mais c'est déjà arrivé dans des pays comme la Chine, l'Égypte ou l'Algérie. Mais ces décisions restent locales. Le protocole Bitcoin ne dépend d'aucune juridiction et continue de fonctionner globalement grâce à Internet. Mais même dans les pays les plus autoritaires, interdire Bitcoin s'avère complexe. Comment bannir un logiciel libre, traquer une clé privée gravée sur du papier ou du métal, ou comment censurer une transaction numérique? Les États peuvent restreindre l'accès par la régulation financière, c'est-à-dire interdire les plateformes, bloquer les comptes bancaires, compliquer le passage entre crypto et fiat ou imposer une fiscalité punitive. Mais ces tentatives ne peuvent en aucun cas détruire Bitcoin. Elles rendent simplement son usage plus difficile ou clandestin. Et plus un État cherche à contrôler, plus les citoyens cherchent des alternatives. Et Bitcoin, par nature, représente l'alternative ultime. Il faut aussi mesurer le coût politique d'une telle régulation. Aux États-Unis, le débat sur les cryptoactifs a influencé les élections de 2024. Les démocrates, hostiles aux cryptos, ont vu leur popularité chuter. Donald Trump, initialement sceptique, a changé de cap et transformé Bitcoin en argument de campagne avec une régulation à l'américaine, favorable à l'innovation. Cette stratégie a mobilisé une base militante active. Les politiques comprennent désormais que la régulation du Bitcoin dépasse le simple décret technique. C'est un enjeu électoral majeur qui mobilise l'opinion publique. Cependant, la régulation n'est pas nécessairement une menace. Elle s'avère souvent essentielle au développement de l'écosystème. En effet, sans cadre légal clair, les entreprises peinent à opérer sereinement, les banques hésitent à collaborer et les investisseurs institutionnels demeurent en retrait. Une régulation bien pensée permet à l'innovation de prospérer. Bien sûr, certaines lois dépasseront les bornes, certains pays chercheront à freiner le mouvement. Mais le protocole demeure indifférent à ces tentatives. Bitcoin n'est ni une entreprise, ni une organisation classique. Il n'a ni siège social, ni porte-parole, ni PDG. Il forme un réseau distribué, autonome et purement mathématique. Il n'a besoin d'aucune autorisation légale pour exister. Tant qu'une personne trouvera du sens à détenir son propre argent, échapper à l'arbitraire et préserver sa souveraineté, Bitcoin perdurera. Car personne, pas même un État, ne peut interdire aux mathématiques d'exister. Pour certains, l'arrivée de BlackRock, Fidelity, Ark et d'autres géants de la finance dans l'univers Bitcoin est vécue comme une trahison, un abandon de l'idéal cypherpunk d'origine. L'invasion des institutions marquerait le début de la fin. Bitcoin, disent-ils, aurait vendu son âme. Pire encore, avec l'avènement des ETF, il serait devenu un simple produit financier, absorbé, domestiqué, récupéré, une révolution monétaire réduite à une simple ligne boursière à Wall Street. Mais la force de Bitcoin, justement, c'est qu'il n'a pas d'âme à vendre. C'est un protocole, un réseau distribué, régi par un consensus mathématique ouvert à tous. Ce que les institutions font de Bitcoin n'affecte en rien ma capacité à l'utiliser de façon autonome. L'intérêt des institutions ne représente pas un détournement de son ethos, mais une reddition à celui-ci. D'abord, elles l'ont ignoré, raillé, combattu. Elles ont tenté de le taxer, de le réguler, de l'étouffer. Elles ont même tenté sans succès de créer leur propre version centralisée. Puis, face à l'évidence, elles ont capitulé et rejoint le mouvement. Que des institutionnels achètent du Bitcoin, que des produits financiers naissent autour de lui, que des fonds de pension l'intègrent dans leur portefeuille, tout cela le renforce, cela accroît sa légitimité, approfondit son marché, stabilise son cours. Les reproches sur sa volatilité trouvent enfin une réponse. Plus l'actif se trouve entre des mains solides, moins il subit de turbulences. Ancré dans des portefeuilles de long terme, il devient prévisible, fiable, utilisable. Au final, Bitcoin n'a pas trahi, il a conquis. Une critique radicale de Bitcoin repose sur une hypothèse extrême. Et si Internet s'effondrait? Plus d'accès, plus de réseau, plus rien. Bitcoin deviendrait alors sans valeur. Cet argument doit être d'abord replacé dans son véritable contexte, c'est-à-dire un effondrement civilisationnel total. Dans ce cas, la priorité ne serait plus d'envoyer des satoshis, mais de filtrer de l'eau ou de se chauffer. Bitcoin, comme toute technologie, s'inscrit dans un tissu civilisationnel. Si ce tissu disparaît,
Il perd évidemment tout son sens. À ce stade, nous quittons le débat technologique pour un scénario d'extinction. Critiquer une technologie sur sa vulnérabilité à l'apocalypse n'a pas de sens. D'ailleurs, même sans aller jusqu'à un effondrement total, Bitcoin a été conçu pour résister à des environnements fortement dégradés. C'est exactement la raison pour laquelle Bitcoin ne scale pas et force à garder une exigence en bande passante réduite. Le protocole a été optimisé pour la résilience. Dans un monde fragmenté, avec des connexions compromises, il restera possible d'utiliser des relais radio, des transmissions satellites ou des réseaux maillés pour faire circuler les blocs. Bitcoin reste évidemment vulnérable à la disparition totale d'Internet. Mais dans un tel scénario, il ne serait pas seul. Toute la finance moderne, l'économie mondiale, les États et les infrastructures s'effondreraient également. Sans réseau ni électricité, l'or, l'Ether ou les outils seraient effectivement plus utiles que n'importe quelle technologie numérique. Cependant, tant que l'humanité maintient un minimum d'infrastructures, Bitcoin peut continuer d'exister. C'est précisément dans les contextes tendus, fragmentés et incertains qu'il révèle sa nature la plus précieuse, celle d'un système résilient offrant un véritable filet de sécurité à ceux qui lui auront fait confiance. Et si Satoshi revenait? C'est une question légitime à laquelle on ne peut répondre que par des spéculations. Rappelons les faits. En octobre 2008, Satoshi Nakamoto publie un papier académique présentant le concept du Bitcoin. Sa publication est accueillie avec circonspection, mais commence à faire parler d'elle. Puis, en janvier 2009, il met en ligne la première version du programme Bitcoin et lance le réseau. Pendant 2 ans, il va échanger des emails et des messages avec une communauté d'enthousiastes toujours plus nombreux, avant de publier son dernier message. Le 23 avril 2011, il écrit simplement « Le Bitcoin est entre de bonnes mains, je vais passer à autre chose ». Depuis ce jour, Satoshi n'a plus donné aucun signe de vie et son trésor n'a jamais bougé. Il est en effet communément admis que Satoshi aurait miné environ 1,1 million de bitcoins pendant les 2 premières années du réseau. Une fortune évaluée aujourd'hui aux alentours de 100 milliards de dollars qui placerait Satoshi dans le top 10 des personnes les plus riches du monde. Alors, qui est Satoshi? Pourquoi a-t-il disparu? Qu'est-il devenu? Ce mystère fascine la planète entière. De nombreux écrits et reportages ont exploré le sujet, donnant naissance à d'innombrables théories sur son identité, mais sans qu'aucune certitude n'émerge. Bitcoin n'est pas n'importe quel projet. Il s'agit d'une double révolution, à la fois technologique et monétaire, dont le fondement repose sur la confiance que nous mettons collectivement dans ce réseau. Nous faisons confiance à ce réseau pour garantir un fonctionnement technique sans faille, avec une résilience extrême. Et nous lui faisons aussi confiance pour maintenir l'inflexibilité de sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en existence. Satoshi souhaite évidemment que son projet réussisse, et cette réussite dépend de la capacité du réseau à inspirer une confiance totalement décentralisée, indépendante de toute personne qui, par définition, reste faillible, pour que son œuvre soit complète. Pour garantir que le Bitcoin reste véritablement décentralisé, sans maître, sans guide, sans dictateur, aussi bienveillant soit-il, il doit disparaître. Le 23 avril 2011, il publie son tout dernier message, puis plus rien. Ce silence est plus qu'un retrait, c'est un geste d'une portée immense. En disparaissant, Satoshi a renoncé à tout, gloire, reconnaissance, fortune. L'une des plus grandes menaces pour Bitcoin aujourd'hui serait paradoxalement son retour, confirmé par exemple par le déplacement de ces bitcoins. D'abord, les marchés paniqueraient à l'idée que son trésor puisse être liquidé, provoquant un séisme économique. Ensuite, surtout, ce serait un choc politique, car si Satoshi parlait, beaucoup l'écouteraient. Il aurait une légitimité naturelle, quasi divine, dans un protocole qui refuse justement tout prophète. Pour éviter ce risque, il a choisi de disparaître en commettant le sacrifice ultime. Le 3 juillet 2011, quelques semaines après le dernier message de Satoshi, Len Sassaman, un cryptographe de renom, met fin à ses jours. Au même moment, Hal Finney, un autre cryptographe, et atteint de la maladie de Charcot, qui est une grave maladie neurodégénérative, commence à se retirer discrètement de la scène publique. Il est connu pour avoir participé dès le début à Bitcoin et pour avoir eu de nombreux échanges avec Satoshi Nakamoto. Hal meurt en 2014. Hal et Len possèdent tous les deux le profil parfait pour être Satoshi. Expertise technique, intérêt commun, vision du monde alignée avec les idéaux cypherpunk. Malgré toutes les analyses stylistiques du code et des écrits de Satoshi, aucune preuve formelle n'a confirmé qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Tout indique que Satoshi était probablement un groupe, une équipe coordonnée, et que des précautions ont été prises pour brouiller les pistes et effacer toute trace exploitable.
Len a laissé derrière lui un ordinateur portable entièrement chiffré dont personne ne connaît le mot de passe. Il pourrait bien contenir les clés du trésor de Satoshi, dans ce cas perdu à jamais. Quant à Hal Finney, il n'est en réalité pas mort directement des suites de sa maladie. Sentant sa fin approcher, il s'est fait cryogéniser pour s'envoyer dans le futur, dans l'espoir qu'un jour, la science puisse le ramener à la vie et le guérir. Ce qui va suivre relève de la pure spéculation de ma part, mais j'aime à penser que Hal a avec lui, dans son caisson rempli d'azote liquide, des plaques de métal gravées avec les clés de son trésor. Et peut-être qu'un jour, Satoshi se réveillera et sera l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre Bitcoin dans ses dimensions théoriques, techniques et pratiques. Il incarne une réserve de valeur décentralisée, apolitique, incensurable, résiliente et durable. Détenu directement, il représente une souveraineté personnelle totale et un idéal de liberté absolue. Bitcoin préserve votre patrimoine, le projette dans un futur et vous offre un plan B, une échappatoire face aux crises ou bouleversements géopolitiques majeurs. Car tout va bien jusqu'au jour où tout va mal. Tant que l'environnement nous paraît stable, que le système financier semble fonctionner parfaitement et que nous ne nous questionnons pas sur la monnaie que nous utilisons, ces réflexions sur la résilience ou la liberté peuvent sembler vaines et inutilement alarmistes. Mais dans un contexte adverse, guerre, crise politique, instabilité économique, l'accès à son propre argent devient un privilège soumis à des forces extérieures que nous ne maîtrisons plus. La vraie question n'est donc pas de savoir quel risque vous prenez en vous exposant au Bitcoin, mais quel risque vous courez à ne pas le faire. Au-delà de son rôle de pilier de souveraineté individuelle, intéressons-nous maintenant à ce que Bitcoin peut apporter à la société. Explorons son évolution possible et les conséquences de son adoption croissante. De plus en plus de personnes réalisent l'impact destructeur de la monnaie fiat sur leur épargne et leur pouvoir d'achat. Les prix grimpent, les salaires stagnent et le climat social et politique se dégrade, poussant chacun à réfléchir à sa sécurité financière à long terme. Cette prise de conscience explique l'intérêt croissant pour Bitcoin comme réserve de valeur alternative et souveraine. En 2025, 3 États ont adopté Bitcoin comme réserve stratégique: le Bhoutan, le Salvador et les États-Unis. D'autres pays explorent des initiatives similaires et certains gouvernements constituent peut-être déjà leurs réserves en toute discrétion. Les ETF Bitcoin alimentent également cette dynamique. Ils détiennent près de 7% des Bitcoins, répondant à la demande des investisseurs institutionnels qui ne peuvent pas, pour des raisons réglementaires, détenir l'actif directement. Un autre phénomène renforce cette vision de Bitcoin comme réserve de valeur: les entreprises à trésorerie Bitcoin ou Bitcoin Treasury Companies. Elles ont le potentiel de bouleverser notre économie à long terme et d'accélérer la révolution monétaire de Bitcoin. Les Bitcoin Treasury Company sont des entreprises cotées en bourse dont l'objectif premier consiste à acheter et accumuler du Bitcoin via leur trésorerie. L'exemple le plus emblématique reste Strategy, anciennement MicroStrategy. Fondée en 1989 par Michael Saylor, cette entreprise de logiciels a opéré sa transformation vers une Bitcoin Treasury Company en 2020. En septembre 2025, Strategy détient plus de 630 000 bitcoins, représentant une valeur d'actifs totale de 71 milliards de dollars et une valorisation d'entreprise aux alentours de 100 milliards de dollars. Pour financer des achats massifs de bitcoin, une Treasury Company ne se limite pas à convertir son cash flow opérationnel en bitcoin. Elle émet également divers instruments financiers sur les marchés: obligations, emprunts bancaires ou nouvelles émissions d'actions. Au cours des 5 dernières années, Strategy a affiché une performance boursière spectaculaire de 3200%, tandis que le Bitcoin n'a progressé que de 900%. Strategy a donc surperformé le Bitcoin d'un facteur d'environ 3,5. Et cette entreprise ne constitue pas une exception. Toutes les autres Treasury Companies ont largement surperformé leur sous-jacent. Mais comment expliquer une telle mécanique? Comment est-il possible que détenir des actions d'une entreprise qui se contente d'acheter du Bitcoin s'avère plus performant que d'acheter directement du Bitcoin? Ce paradoxe apparent révèle l'un des phénomènes économiques les plus marquants et transformatifs de notre époque. Les Bitcoin Treasury Companies fonctionnent comme des volants inertiels qui puisent leur énergie dans l'exil monétaire fiat pour la transformer en valeur accrétive Bitcoin. Autrement dit, les Bitcoin Treasury Companies permettent, grâce à leur ingénierie financière, de réaliser l'équivalent d'un placement en Bitcoin permettant d'obtenir un rendement entre 12 et 15%. Ce yield, ce rendement, provient directement de l'exil monétaire fiat. Elle capte l'arbitrage du marché
et convertisse son instabilité en Bitcoin. Pour simplifier, le marché va valoriser l'entreprise au-dessus de la valeur nette de sa trésorerie en Bitcoin, lui donnant ainsi la possibilité de lever des fonds pour obtenir plus de cash et acheter des Bitcoins. Tant que le marché valide la stratégie d'accumulation des treasury companies et que la pression liée à l'exil fiat vers le Bitcoin se maintient, le cycle peut continuer de se répéter. C'est pourquoi ce type d'entreprise ressemble à un volant inertiel, une sorte de toupie qu'on lance et qui continue de tourner. Le véritable défi d'une treasury company n'est en réalité pas d'acheter des Bitcoins à l'infini, mais de le faire en augmentant constamment le nombre de Bitcoins par action afin d'attirer les investisseurs. C'est précisément ce rendement en Bitcoin, couplé au volant inertiel, qui permet la répétition des cycles, qui justifie la préférence du marché pour une détention indirecte des Bitcoins via une treasury company plutôt qu'une détention directe. Si vous croyez au Bitcoin sur le long terme et que vous mettez de côté l'aspect souverain de la détention directe, investir dans une Bitcoin treasury company plutôt que directement dans le Bitcoin n'a donc rien d'absurde. Il faut aussi retenir que la possibilité de s'exposer au Bitcoin via la bourse plutôt qu'en direct ouvre non seulement les vannes aux investisseurs institutionnels capables de déployer massivement des capitaux, mais aussi aux plans d'épargne proposant des avantages fiscaux tels que le PEA. Le succès récent des ETF Bitcoin, qui pourtant n'offrent aucun rendement Bitcoin, le prouve de manière éclatante. Bien entendu, l'ajout d'un opérateur intermédiaire introduit des risques supplémentaires qu'il faut soigneusement intégrer dans son évaluation globale. Il devient donc crucial d'analyser en profondeur la stratégie des Bitcoin Treasury Company, leur ingénierie financière, la crédibilité du management et leur discours. De nombreuses Treasury Companies dédiées à Bitcoin ou d'autres cryptoactifs ont émergé récemment, parfois portées par une simple logique opportuniste, sans véritable compréhension des dynamiques profondes du marché. Or, ces volants inertiels, qui concentrent une énergie capitalistique colossale, exigent une maîtrise rigoureuse. Mal pilotés, ils risquent de se décrocher de leur axe et d'entraîner tous leurs actionnaires dans l'abîme. Maintenant que vous maîtrisez les grands principes d'une treasury company, mesurons leur impact à long terme sur notre société et tentons de comprendre pourquoi ces entreprises pourraient être appelées à figurer au premier rang de la révolution monétaire portée par Bitcoin. Explorons maintenant l'impact potentiel de Bitcoin sur notre société à moyen terme. D'ici 2030, nous pouvons envisager un scénario optimiste, où 400 à 500 entreprises accumuleront entre 2 et 2,5 millions de Bitcoin. Avec un Bitcoin valorisé à $1 million, ces réserves représenteraient plus de 2 trillions de capitalisation boursière cumulée. Et dans un scénario encore plus audacieux, avec un Bitcoin à $10 millions, cette valorisation atteindrait plusieurs dizaines de trillions, tous adossés à ce nouvel étalon monétaire. Au-delà de la simple satisfaction de leurs actionnaires, ces Bitcoin Treasury Companies pourraient assumer un rôle social et économique majeur. Pour saisir cette transformation, penchons-nous sur la pensée de Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie et figure emblématique de l'école autrichienne. Dans son ouvrage « Pour une vraie concurrence des monnaies », écrit en 1976, il défend l'idée que le gouvernement ne devrait en aucun cas détenir le monopole de l'émission monétaire. Selon lui, cette mainmise conduit inévitablement à l'inflation, à la perte de pouvoir d'achat et à la manipulation politique. Hayek propose alors un modèle radical, la concurrence des monnaies. Il imagine un marché libre où différentes monnaies privées s'affrontent. Comme pour n'importe quel bien ou service, celles qui échouent disparaissent, tandis que celles qui répondent le mieux aux besoins des individus s'imposent tout naturellement. Cette vision, longtemps perçue comme une utopie théorique, trouve aujourd'hui en Bitcoin sa première incarnation concrète. Pour la première fois dans l'histoire, une monnaie échappe à toute autorité centrale grâce à sa robustesse technique, sa rareté programmée et sa neutralité politique. Cependant, sa complexité d'usage, les contraintes réglementaires, ses limites techniques et sa volatilité freinent encore son adoption universelle. Bitcoin s'est donc plutôt imposé comme réserve de valeur mondiale. En 2019, Facebook a annoncé Libra, un stablecoin global adossé à un panier de monnaie fiat et d'actifs à faible risque. La Libra Association, réunissant Facebook, PayPal, Visa et d'autres géants, visait à créer une monnaie numérique stable, un stablecoin, accessible aux 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook. Mais les régulateurs mondiaux ont perçu Libra comme une menace directe à leur souveraineté monétaire. S'en sont suivies des auditions houleuses au Congrès américain pour arriver finalement à l'abandon du projet en 2022. Face à cette menace, les institutions gouvernementales ont élaboré des cadres réglementaires draconiens, comme par exemple avec le Genius Act aux États-Unis, qui exige une collatéralisation à 100% des stablecoins par leur sous-jacent fiat.
Une aubaine pour la Fed, la Réserve fédérale, qui oblige ainsi les émetteurs de stablecoins régulés comme Circle à acheter des Treasury Bills, facilitant le financement de la dette publique américaine. Il reste toutefois une pièce maîtresse sur l'échiquier, capable de supercharger Bitcoin et de lui donner les moyens de déclencher l'une des plus grandes révolutions monétaires de notre histoire, les Bitcoin Treasury Company. Ces entreprises, aux bilans colossaux, pourraient exploiter leurs réserves pour créer de nouveaux instruments financiers. Une version synthétique du dollar, par exemple, ou alors des tokens stables, solidement surcollatéralisés. Indexés sur un étalon Bitcoin transparent et auditable, ils incarneraient une forme inédite de tokenisation de la confiance. Telles de véritables banques centrales privées, leur création monétaire entrerait en concurrence frontale avec la Fed ou la BCE, la Banque centrale européenne. Cette évolution pourrait marquer un début de victoire posthume pour Hayek, où la concurrence monétaire forcerait les banques centrales à une discipline accrue, sous peine de voir leur monnaie dominante reléguée aux poubelles de l'histoire. Prenons l'exemple d'une Bitcoin Treasury Company qui décide de tokeniser une partie de son bilan pour émettre des instruments synthétiques sur une blockchain publique, comme celle d'Ethereum. Une entreprise en quête de financement recevrait ces tokens contre un engagement de remboursement et pourrait les utiliser comme collatéral pour obtenir des prêts en fiat ou crypto. Et tout ceci via l'écosystème DeFi de finances décentralisées Web3. Plutôt que de passer par la dette en dollars, une multinationale minière d'Amérique du Sud pourrait émettre des obligations garanties par le Bitcoin d'une Treasury Company. De même, par exemple, une aciérie européenne pourrait collatéraliser son usine avec des instruments adossés au bilan Bitcoin pour se financer sans subir le risque de dépréciation lié à l'inflation monétaire. Ce dispositif créerait une nouvelle classe d'actifs financiers hybrides, stables, mondialisés, accessibles tout le temps et libérés des contraintes bancaires traditionnelles. Il permettrait aux entreprises d'accéder rapidement à des millions de dollars de financement tokenisé, tout en offrant aux investisseurs une exposition sécurisée et liquide à la valeur du Bitcoin. Les Bitcoin Treasury Company se positionneraient ainsi au cœur d'un marché où la confiance reposerait sur la rareté algorithmique et la surcollatéralisation plutôt que sur l'autorité d'un État. Face à l'oppression d'une politique monétaire inflationniste devenue incontrôlable, Bitcoin a émergé comme une alternative décentralisée et strictement rare. Mais, confronté aux difficultés d'adoption imposées par son modèle de résilience, il s'est mué en réserve de valeur portée par des entreprises centralisées. Ces dernières, telles le loup déguisé en grand-mère, se sont laissées coopter par les institutions, les régulateurs et les gouvernements pour mieux les concurrencer et leur imposer à terme la discipline implacable du marché. Dans cette perspective, résolument optimiste, Bitcoin révèle son potentiel pour s'imposer comme un véritable étalon monétaire, tout en incarnant la souveraineté individuelle et en ouvrant la voie à un New Deal économique. Dans une époque marquée par l'incertitude, les crises économiques et la défiance envers les institutions, Bitcoin émerge comme un projet intemporel qui incarne une vision révolutionnaire de la monnaie, de la confiance et de la souveraineté. Au-delà d'une simple prouesse technique ou d'une doctrine monétaire, Bitcoin représente l'idée d'un actif qui appartient à tous sans appartenir à personne. Il s'agit d'une monnaie imperméable aux manipulations des gouvernements, des banques ou des intérêts particuliers. Nous avons là un véritable étalon de valeur qui transcende le temps et les frontières. Comprendre Bitcoin, c'est d'abord comprendre la monnaie. Et comprendre la monnaie, c'est réaliser qu'il faut agir maintenant, avant qu'il soit trop tard. Cette prise de conscience, vous devez la transmettre, l'expliquer et la partager. L'accès à la connaissance constitue la première marche vers l'émancipation et, au bout du chemin, la véritable liberté. Tout est maintenant entre vos mains. À vous de forger votre conviction. À vous de résister aux injonctions de ceux qui vous dissuaderont d'agir, captifs d'un dogme qu'ils répètent sans même le comprendre. Car vous avez désormais acquis la certitude d'une vérité fondamentale. Bitcoin n'est pas un investissement, c'est un aboutissement.